Bonjour à tous, bienvenue à vous mesdames et messieurs sur votre antenne, c'est 10-12 le Zénith, bonjour à vous, merci encore de prendre le train avec nous ce matin. Et avec le Zénith encore, des questions évidentes sont posées autour de la gestion des 180 milliards de francs CFA, de fonds Covid-19. Le bruit ne cesse justement de s'intensifier, quoi qu'il en soit, que le ministre de la Communication et le très honorable cavalier Yégué Djibril de l'Assemblée nationale tenteraient à leur façon d'amener les Camerounais à terre toute suspicion autour des personnes concernées. Il est évident que des non-dits peuvent aujourd'hui réapparaître. Qui aurait bien sûr reçu 6 milliards de francs CFA concernant l'attribution des fonds Covid-19 au sein du ministère de l'enseignement secondaire? Est-ce que l'argent sera arrivé là-bas ou pas? Selon bien sûr les informations de notre possession, beaucoup de choses se disent, madame, messieurs. Finalement, qui est celui effectivement qui a géré les 180 milliards de francs CFA? Des noms commencent à sortir. Les Camerounais devraient rester forcément en alerte. Madame, monsieur, ça bouge énormément. Et au-delà de la question du Covid-Gate, on pourrait bien évidemment balancer ce qu'on appelle aujourd'hui la CAN Gate. Parlons de la CAN. Il y a des tractations aujourd'hui. Des informations vont bon train. Le Cameroun sera-t-il prêt le jour dit? Le Cameroun peut-il véritablement organiser la CAN de janvier 2022? Qu'est-ce qui s'est d'hier à l'issue d'une rencontre qui s'est déroulée à Yaoundé? Comment comprendre qu'au sorti de la rencontre, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Molekombi, rassure les Camerounais que le Cameroun pourra organiser la CAN. Les stades, dit-on, ne sont toujours pas prêts. Les experts, en ce qui concerne le stade de Lembe, demandent encore 15 mois pour la finition du stade. Et au-delà de ces questions, madame, monsieur, on se demande qui va inaugurer la cérémonie d'ouverture de la CAN au Cameroun. Où est le chef de l'État? La question, bien sûr, mérite d'être posée. Bienvenue à tous, en compagnie de Donald Brice Kamgang, Dominique Audrey Oyengelek, Dominique Pengo également, et bon Bengan Kandje. Nous sommes unis pour une belle mission, vous servir jusqu'à midi. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Bon Bengan Kandje, bienvenue ce matin. Bonjour Monsieur Ngachou-Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Le Cameroun ne sera pas prêt pour l'organisation de la CAN 2021 qui se tient en janvier 2022, mais le Cameroun organisera la CAN. Beaucoup de tractations vont aboutir à cela. Il n'est pas question cette fois-ci de retirer l'organisation de cette CAN au Cameroun, même si les autres pays sont prêts. La diplomatie et la cola du lion vont parler à notre place. En attendant, bien sûr, mon Bengan, on le sait, les stades d'entraînement ne sont toujours pas prêts, les hôtels ne sont toujours pas livrés au moment où nous parlons. Et des questions sont évidentes. Comment les joueurs arriveront-ils dans les stades par hélicoptère ou pas? Le Cameroun peut-il vraiment se dire fier de son organisation? La question est posée et le peuple peut avoir des réponses. Donald Brice Kamgang, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à nos téléspectateurs. Nous notons ce matin que le président de l'Assemblée nationale a nommé hier son propre fils, Ibrahim Kavaï Djibril, son chef de cabinet, et cumule cette fonction avec celle de chef de sécurité. Eh bien, l'entourage de notre président de l'Assemblée nationale, c'est soit des cousins, soit ses fils, soit ses neveux. Et la République avance. Bonjour à tous. Bonjour Donald Brice Kamgang. Et bien là, sur cette question, beaucoup pensent que le gré à gré est en train de se préparer. Et le gré à gré serait quasiment prêt aujourd'hui. Tous les fils des hauts ponts du régime sont au poste clé de l'administration au Cameroun. Alors regardez tous les noms. Tous sont bien sûr dans l'administration, dans le sérail, et n'attendent que le moment venu pour se faire valoir. Le Cameroun pourra-t-il bien sûr rester dans cette nomenclature? Qui sont ceux qui décident du Cameroun? Le peuple a-t-il la parole ou pas? La question est posée. Bonjour à vous, Dominique Pengo. Bienvenue ce matin. Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors ce matin, ça fait pas joli du côté de la Sosucam avec 250 employés qui ont été licenciés comme ça. Donc on voit plus d'un quart des employés qui ont été licenciés, un licenciement abusif et massif sous prétexte que le non-professionnalisme de ces employés-là entraîne donc
la non-productivité, d'où la carence en rapport financier pour les pays également. Donc ce matin, on voit 250 personnes qui sont là comme ça et qui vont engendrer peut-être des familles qui vont en souffrir, des personnes qui se retrouvent au chômage, des enfants peut-être qui vont se voir la prochaine rentrée scolaire être stoppée parce qu'il faut y penser. Il n'y a que 2-3 mois pour que la prochaine rentrée arrive. Ce sont des parents, ce sont des pères, ce sont des fils, ce sont des responsables qui ont été jetés à la rue comme ça sans tout avoir des raisons. On attend bien sûr la réaction du ministre du Travail et de la Sécurité sociale qui en réalité devrait se rendre sur le terrain de la crise qui prévaut au sein de la SOSUCAM aujourd'hui et ses licenciements abusifs au Cameroun, mais dire que ce n'est pas un fait, on va dire, qui soit surprenant. Il faut se préparer. Le Cameroun n'a pratiquement plus d'entreprises aujourd'hui. Qui sont ceux qui disent gérer les entreprises camerounaises? Dominique Audrey-Yengelek, heureux de vous avoir ce matin. Bonjour Michel. Ça va? Oui, ça va. Super. Et vous, ça va? Je vais très bien. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, on peut se poser la question de savoir le comment du cambriolage qui a eu lieu à la DGI, à l'avenue Foch, quand on sait que cet immeuble est truffé de caméras et doté de vidéosurveillance, de police, et avec toute cette sécurité. Comment on fait pour cambrioler un tel immeuble et que personne ne se rende compte de rien? Comment comprendre la recrudescence des cambriolages, d'abord au compte Supé, au JICAM, à la Délégation Générale des Impôts aujourd'hui, sans que des biens ne soient emportés si ce ne sont des documents? C'est quoi ces documents qu'on cherche? C'est quoi le but de la manœuvre? Est-ce que le Cameroun serait-il entre les mains de la mafia? On parlera bien sûr d'une mafia camerounaise. Qu'est-ce qui peut expliquer, comme Dominique Audrey l'a d'ailleurs posé comme question, que l'on soit investi dans des cambriolages? Le dernier en date, bien sûr, c'est le JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, qui a vu ses bureaux être vandalisés il y a quelques jours seulement. Et d'ailleurs, un communiqué a été pendu à l'occasion. On s'en souvient également que le CONSUPE a connu les mêmes manœuvres, y compris, bien sûr, ces établissements, pas de la Direction Générale des Impôts. On parle bien d'un bâtiment hautement sécurisé. Et d'ailleurs, 11 étages auraient été visités, y compris le bureau du directeur général des Impôts. Alors, c'est pas la première fois. Avec police, caméra, entrée magnétique. C'est pas la première fois au Cameroun. On a même vu passe? l'Assemblée nationale aller en feu. On a vu le ministère de la Santé aller en feu. On a vu des bâtiments être vandalisés. C'est pas une première au Cameroun. Mais justement, il va falloir qu'on reste vigilant. Madame, Monsieur, restez sur notre antenne, restez sur le Zénith, mais surtout tentez de mieux comprendre le Cameroun avec nous ce matin. Est-ce qu'on doit se taire? Mais pour en parler, commençons par l'histoire ce matin. L'histoire de ce matin nous a été racontée par une jeune femme. Elle est âgée de 34 ans. Elle dit « Je suis mère de 2 enfants. Je sors d'une relation d'une dizaine d'années qui n'a pas marché. J'étais dans ce mariage. À tout moment, je me battais parce que le père de mes enfants était un peu je m'en foutiste. Il ne voulait pas s'occuper des enfants. Conséquence, scolarité, nutrition, santé. Je faisais le maximum pour m'occuper de ces enfants-là. Jusqu'au jour, il y a 3 ans, où j'ai dit « Voilà, c'est le stop, je ne peux plus continuer. » Je suis allée laisser mes enfants au village, chez ma mère, et je suis revenue dans la ville de Douala pour commencer à me battre. Lorsque j'arrive à Douala, il y a 3 ans, pour recommencer ma vie, je rencontre un monsieur, il était un mototaxi. On a commencé à... Mototaximan. On a commencé à échanger, on a commencé à se fréquenter et de fil en aiguille, j'ai commencé à l'aimer. Aujourd'hui, ça fait 3 ans. On est dans une relation et le monsieur voudrait qu'on s'installe tous les deux. Lui, il est le papa d'un petit garçon que j'affectionne énormément. Le seul problème que j'ai, c'est que cet homme que j'ai présenté à ma famille, pour le moment, on n'est qu'à l'étape de les présentations comme ça, simple, sans toquer porte. Il me dit à chaque fois qu'il ne peut pas considérer mes enfants comme les siens parce que leur père ne s'intéresse pas à eux. Que ce n'est pas à lui de jouer le rôle du père de mes enfants. Donc, il faudrait que j'aille demander au père de mes enfants de s'occuper de ces enfants-là. De mon côté, le père de mes enfants, même lorsque je vivais sous son toit, ne faisait rien pour ses enfants. Donc, il s'en fout éperdument. Il ne veut même pas s'en occuper. Donc, ça ne sert à rien. Jusqu'ici, c'est moi qui m'occupe de ses enfants. Je me sens mal parce que moi, de son côté, je ne pourrais pas faire autant de différence avec son fils. Et il m'a demandé de faire un choix. Donc, je ne sais pas trop. Je l'aime. Je voudrais me reconstruire. Je voudrais m'établir après cette première relation foireuse. Et je ne sais pas, est-ce que je devrais laisser mes enfants au village et recommencer une nouvelle vie
ou bien qu'est-ce que je fais? D'accord. Alors, on va saluer bien sûr toutes les femmes ce matin qui certainement sont dans une histoire pareille, ou encore des familles qui tentent tant bien que mal de trouver des solutions à ce type de problème auquel leurs filles ou leurs enfants seraient impliqués aujourd'hui. Peut-être pour la petite contraction quand même, on a 2 enfants, on a rencontré un homme qui lui aussi a un enfant et souhaiterait en même temps, vous souhaitez vous mettre ensemble. Mais lui ne voudrait pas prendre en charge, on va dire vos enfants, mais vous demande de prendre en charge le sien. Comment ça peut s'expliquer? Comment peut-on comprendre cela? Du moins, quels sont les éléments à mettre en place pour amener les uns et les autres à se comprendre, à se faire confiance et à encadrer les 3 enfants aujourd'hui? On va bien évidemment se poser aussi des questions de savoir qu'est-ce qui peut amener certains hommes à ne pas véritablement prendre en charge les enfants dont ils sont d'ailleurs les géniteurs. Qu'est-ce qui peut justifier de telles attitudes? On en parlera bien sûr ce matin, madame, monsieur. Restez sur notre antenne. C'est l'histoire de ce matin. Et Dominique Pengo, je commence avec vous parce que c'est une histoire de femme également. Nous voulons bien comprendre. Premièrement, avant d'arriver à l'histoire, qu'est-ce qui peut motiver, à votre avis, un homme qui a fait des enfants avec vous, qui a engagé une vie avec vous, à vous abandonner avec enfants sans en prendre soin? Est-ce qu'au final, on dira qu'on n'a pas eu la chance de tomber sur de bons hommes? Je ne dirais pas des bons, je ne dirais pas des mauvais, je dirais tout simplement les responsabilités. Vous savez, c'est quand on a des enfants qu'on peut mieux mesurer, qu'on peut mieux balancer le taux de responsabilité qui germe en nous. Donc maintenant, c'est récurrent de voir des hommes qui abandonnent des femmes avec des enfants, justement parce que peut-être il y a une peur de pouvoir accepter ce changement de vie. Là, vous savez, les enfants changent beaucoup de choses dans le quotidien d'un couple, dans le quotidien même d'une seule personne. Donc un homme qui a des enfants aujourd'hui et qui a du mal à accepter le fait que peut-être il ne pourra plus traîner tard le soir dehors parce qu'il a une occupation à la maison, ou encore il ne pourra plus accepter le fait qu'il va abandonner certaines habitudes parce qu'il doit être un exemple pour ces enfants-là. Justement, celui-là qui n'a pas cultivé ou encore qui n'a pas reçu cette éducation, qui n'a pas été préparé en amont, car il va arriver à ce stade, il va naturellement abandonner la mère avec ses enfants. Il y en a même qui prennent encore la raison. Est-ce que c'est pas trop vite jugé quand même? Parce que il peut avoir d'autres raisons. Justement, j'en viens, je dis, il y en a qui prennent qui donnent encore, qui peuvent, par exemple, prendre sous prétexte la mauvaise habitude de la mère. Vous savez, quand on a les problèmes dans un couple, l'homme a du mal à séparer la mère et les enfants. Ouais. Donc, ça veut dire que ce sont les enfants, malheureusement, et qui portent le fardeau des conséquences des problèmes au sein d'un foyer. Pourtant, ça ne devrait pas se faire. Et nous, les femmes, on a tendance parfois à fuir avec notre progéniture. On ne les laisse pas, mais contrairement aux hommes, ils ont souvent l'habitude de laisser et de se dire cette mère et ses enfants vont essayer de se battre seuls. Ils m'ont fait du mal, je ne peux pas supporter, alors je m'en vais faire ma petite vie tranquillement. Maintenant, ce matin, mais qu'est-ce qui, bien sûr, peut, pour l'homme maintenant, le mototaximène, si on l'appelle ainsi, si on peut l'identifier pareillement, qu'est-ce qui peut l'amener à se dire, ou à dire à la dame, d'accord, je veux qu'on se mette ensemble, mais pas avec tes enfants, je ne peux pas en prendre soin si le papa ne le fait pas? Disons, je n'ai pas envie d'entrer dans la tête de ce monsieur, mais je suppose que peut-être ce sont des expériences assez fâcheuses ou encore des expériences qu'on a eu à entendre ou on a eu à vivre au départ. Vous savez, il y a des familles reconstituées qui n'ont pas forcément bien fini juste parce qu'il y avait la présence des enfants issus d'un autre foyer ou bien d'une autre union. Ouais. Voilà, je m'explique pourquoi. Parce qu'il y a des mères parfois qui ont tendance à se séparer avec le père des enfants, mais elles ne se séparent pas véritablement. Donc peut-être ce mototaximan a peur ce matin de se mettre avec une femme qui a 2 enfants issus d'un mariage qui a foiré, et demain après il va comprendre ce genre de situation. Il faut que j'amène mes enfants voir le père, il faut que le père de mes enfants vienne rendre visite à ses enfants parce que il faudrait que... Donc il a justement peut-être entre guillemets peur de cette apparition qui pourrait être gênante pour lui du père des 2 enfants. Mais maintenant ça ne justifie en rien le fait que vous aimez une femme et vous rejetez sa progéniture, parce qu'on le dit, quand on aime un arbre, il faut en aimer également ses fruits. Ça commence même par là, parce que pour conquérir le cœur d'une femme, il faut pouvoir se présenter sous le joug d'un bon père. C'est-à-dire, on commence d'abord par gagner la confiance de ses enfants. Vous avez fait une bonne précision tout à l'heure. Oui. On n'a bien pas qu'à un moment donné, la famille ne se reconstitue pas véritablement. Véritablement, justement. Et ça peut être un problème comme ça peut ne pas l'être. Tout peut dépendre de l'éducation. Pourquoi ne pas se dire à un moment donné, ces enfants ont reçu une première éducation de leur maman et de leur premier papa? Oui. Est-ce qu'il peut y avoir une éventuelle cassure avec
la deuxième famille dans laquelle elle s'investit, ou on peut penser que cet homme se plaint du fait qu'il y a peut-être un nouvel investissement à faire sur des enfants dont il ne serait pas le géniteur. Déjà que dans cette histoire palpable, il n'y a même véritablement pas eu d'éducation issue de la part du précédent papa, parce que la mère nous raconte que c'est elle qui gérait tout. Le père, lui, s'en foutait carrément. Donc ça doit être même un atout favorable pour que le nouveau, celui qui est moto-taximan, puisse embraser ou encore puisse prendre les bras ouverts cette famille-là qui a naturellement besoin de la présence d'un homme pour pouvoir assurer l'éducation de ses enfants. Donc comme je le disais naturellement, les hommes ont tendance à avoir peur sur des choses banales qui n'ont vraiment pas lieu d'être, de faire débat, parce que vous allez voir ce monsieur, il va se dire, je ne pense pas que ce sont des responsabilités, le fait d'acquérir 2 corps étrangers qui le gênent, mais c'est le fait que ces 2 corps ne soient pas de lui, et c'est le fait de penser même seulement qu'un jour, il pourra investir sur ses enfants, et demain le père géniteur pourra venir poser un quelconque problème qu'il ne pourra pas supporter. Vous savez, peu importe ce que le tuteur fera aujourd'hui, quand il y aura véritablement des événements ou encore quand il y aura des sérieux problèmes, on pourra faire appel au tuteur. Parce que c'est ça, justement. Alors, on dit très souvent sur nous de l'Abris Kamgan, vulgairement, quand on est dans nos familles, on ne saurait verser l'eau du bain et le bébé dans la bassine. Voilà, je sais pas. L'enfant avec l'eau du bain. Voilà, merci. Je perds mon latin. Alors, j'étais l'enfant avec l'eau du bain. J'étais l'enfant avec l'eau du bain. Alors, mais comment est-ce qu'on ne peut pas valider la mère qu'on dit aimer justement avec ses 2 enfants aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut bien sûr, à votre avis, faire barrière, obstruction pour que ce frère pense autrement? Avant qu'au moment on ne parle, parce que on aura l'expérience justement, il y a la sagesse nécessaire, mais prenons les avis justement des enfants que nous sommes. L'histoire nous dit que le nouveau prétendant, c'était un moto-taximan. Un moto-taximan, ça gagne lorsque la journée a été très fructueuse, entre 10 et 20 000 francs CFA. Très bien. Il a un enfant. Que Dominique Audrey l'entend. Il a un enfant avec lui et il imagine 2 autres arrivés. Ça fait 3. Ouais. Est-ce qu'avec 20 000 francs CFA, il peut payer le loyer, payer l'électricité, payer... C'est 20 000 francs CFA la journée. Hein. Les factures d'eau, prendre en charge les questions sanitaires si l'enfant est malade. Je pense que même Dominique est d'accord que ce n'est pas possible. Première chose. Deuxième chose... 20 000 francs la journée, M. Kamgan? Non, c'est difficile, mais pas impossible. Lorsque vous avez 20 000 francs 20 000 francs lorsque la journée a été très fructueuse. Oui, si vous faites x30, ça fait beaucoup. Non, les journées ne sont pas fructueuses. Oui, il y a des jours où il rentre avec 5 000. Il y a quand même une moyenne. 8 000 francs CFA, il y a des jours. J'ai pas de 20 000 francs CFA, c'est, on va dire, le maximum. Non, on a une moyenne quand même de 10 000. Et voilà. Donc, c'est difficile de prendre en charge 3 enfants avec ce type de rémunération, ce type, j'allais dire, de salaire journalier. Deuxième chose, en matière de recomposition familiale, il ne faut jamais forcer. Si le père vous dit je t'aime bien, je ne souhaite pas que tes enfants viennent avec moi, vraiment ne force pas, jeune sœur, ne force pas. On ne force pas l'amour. Audrey a souvent l'habitude de le répéter ici. Justement, c'est l'occasion de dire qu'on ne force pas l'amour. S'il ne souhaite pas que les enfants viennent et que tu veux lui imposer ça, de 2 choses l'une. Soit ça passera et ensuite il y aura des conflits, soit cette union n'aura pas lieu. Il faut choisir. Est-ce que c'est raisonnable? Moi, je veux comprendre. Je parviens à gagner 10 000 francs la journée. En réalité, sur le mois, je peux me retrouver probablement avec 250 000 francs. Je dis, je ne sais pas si c'est 10 000 francs épargnés. Bon. Et maintenant, dans mes petites organisations, on a un petit loyer, on a de quoi manger, on a la petite moto qui tourne. Est-ce que c'est suffisant de dire que c'est ça le problème de Nabris? On a peut-être d'autres ressources qui peuvent nous permettre de bien prendre soin de la famille. Est-ce que c'est cette raison-là qui peut vraiment peser de tout un poids nécessaire? Il aurait fallu que Dominique nous dise qu'il a d'autres ressources, que j'aurais ajouté ça dans la liste. Vous problème... ajoutez des éléments que l'histoire ne nous donne pas. Oui. Le gars est moto-taximan. On a à mesure de se poser des questions. Est-ce que c'est suffisant comme argument pour dire justement qu'on exclut la maman et ses enfants tout en lui imposant de valider l'enfant que vous avez quand même fait?
Non, attention, il faut pas. Cette comparaison, elle n'est pas opportune. C'est l'homme qui prend en charge la famille. C'est l'homme qui rationne. C'est l'homme qui donne, qui paie les factures à la maison. Ce n'est pas la femme. En tout cas, dans notre environnement. Je parle bien de l'environnement africain. Et les femmes sont même plutôt confortables de voir que c'est l'homme qui gère. Accepter que l'homme décide que, au regard des revenus modestes que j'ai aujourd'hui, je suis incapable de prendre en charge 3 enfants au regard de ce que je gagne. Deuxième chose, il n'est pas conseillé de forcer l'acceptation des enfants dans un autre foyer. Ce n'est pas conseillé. Dès qu'il y a une réticence, même si par la suite il accepte et que vous constatez qu'au fond, il n'est pas d'accord que les enfants viennent, il faut laisser les enfants là où ils sont. L'histoire nous dit que les enfants sont au village et... Non, l'enfant pourrait aller au village. Non, les enfants sont Les enfants sont au village. Merci. Et sont pris en charge par la maman de la fille, me semble-t-il. Et elle est loue ici. Oui, seule. le Donc, temps, elle- Deuxième, c'était juste autre le chose. temps que elle ait Autre chose, je pense que cette fille doit aussi nous dire la vérité. L'union a fait 10 ans. Oui. Et pendant 10 ans, tu as supporté que le père soit irresponsable, soit vagabond, soit tout ce que tu as décrit comme nom d'oiseau. Il faut quand même être courageuse pour supporter pendant autant de temps. Moi, je pense C'est quoi, c'est une menteuse? qu'il faut également questionner la bonne moralité de celle qui nous raconte l'histoire. Ouais. Oui, il faut également questionner sa bonne moralité. Ça me permet de chuter sur la psychologie de certaines de nos jeunes sœurs. Elles sont souvent attirées par le bling-bling, l'extérieur. Tu es un garçon sérieux, posé, vraiment, non, c'est pas ça. Elle veut un garçon qui a une jolie veste, qui apparaît comme un gars très beau, élégant, qui a une petite voiture, ainsi de suite. Dès que l'enfant arrive, tu découvres son vrai visage. Voilà. Donc, il faut en tirer les bonnes leçons également pour pouvoir évoluer. Voilà, merci beaucoup. Je voudrais quand même le dire. Charles Amène nous regarde ce matin depuis EDA. Bonjour à lui. Il souffre de ne pas pouvoir donner son avis. Il va souffler. Il souffre de ne pas pouvoir donner son avis ce matin. Mais Dominique Odon vous écoute, véritablement. Est-ce que cette femme, quand même, 10 ans, comme le dit Donna Kamgang, on a fait 10 ans avec un homme dont on estime plus tard qu'il n'a pas de bonne qualité. Mais on l'aime quand même et on veut s'engager avec un homme comme ça. Est-ce que c'est raisonnable? Ça tient quand même? Non, Je vous pose la question. non. On n'est pas Non, c'est sur pas la ça. même longueur d'onde. C'est pas ça. Elle s'est séparée de celui de 10 ans parce qu'il ne s'occupait Et pas pas des des enfants. Ah, merci beaucoup. Parce qu'elle a dit Merci. que vraiment Merci. elle a trop Merci. supporté. Merci. Et les enfants, elle les a laissés chez sa maman. Merci. Et elle est revenue à Douala se chercher. Ça fait 3 ans. Qu'elle Elle a- rencontre justement le mototaximan. le monsieur avec qui elle a une relation depuis 3 ans. Je vous en prie, Et pardon. maintenant, c'est le fameux mari, le futur mari en devenir, qui lui demande de laisser ses enfants par amour et de s'occuper de lui. Je crois que cette dame écoute généralement notre émission. Et hier, certainement, puisque vous avez répété, c'est comme une évangile. Une évangile, la messe. Une évangile. Oui, où vous dites ici que vraiment à 24 ans, il faut se marier, machin. Non, à 19 ans, la femme doit se marier, elle doit avoir le mari. Intégré. Commencez à Intégrer, vous avez envisager. changé. Commencez à envisager. C'est ça. Ça va Vous faites- changer. On a dit intégrer l'idée de mariage. Vous faites de la gymnastique. Non. Je suis sûre que si on repart dans les archives, ce Non, n'est pas ma ça. fille, c'est toi qui fais la L'émission est en ligne. Si on fait le Et calcul, bien, à la fin, j'ai reprécisé. Intégrer, envisager. Intégrer, voilà. si on fait le calcul, elle est entrée dans cette histoire à sensiblement 19 ans, si je ne me trompe. Elle est entrée dans la maison d'un homme avec qui elle a fait des enfants, justement au nom de votre mariage. Elle a fait 2 enfants et pendant 10 années, elle a subi cette histoire. Dieu merci, elle est sortie de là indemne avec tout son corps, toutes ses parties. Son corps ne lui casse quelque chose, mais en étant devenue une femme, une mère et un père pour ses enfants. Elle s'est battue, elle est sortie de là, maintenant elle rencontre un autre homme. Madame, le mariage c'est bien. Dormir derrière un homme c'est bien. Je veux dire qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que la finalité de la vie, le bonheur, on ne le trouve que derrière un homme. Malheureusement, lorsqu'on écoute votre histoire, il n'en est rien. Votre bonheur ne dépend pas de cet individu.
Parce que oui, il va vous faire voyager, vous allez vivre l'extase et tout ce que vous voulez, mais simplement ça va s'arrêter là parce que c'est simplement 3 minutes. Lorsqu'on a fini ça 3 minutes après, il faudrait penser à demain. Comment est-ce que vous entrevoyez votre avenir avec quelqu'un qui ne sera pas à même de dire à votre fille pourquoi tu n'as pas lavé les assiettes? Parce que l'argument de il n'a pas beaucoup d'argent, il est mototaxi, supposons même qu'il travaillait 3 000 par jour. On n'est pas un père simplement parce qu'on donne de l'argent à un enfant. Ce n'est pas ça être un père. Un père, c'est une personne qui a des valeurs à transmettre à quelqu'un. Le géniteur, c'est simplement la semence qu'on met dans une femme, c'est tout. Maintenant, le père, c'est autre chose. Le contenu du père, c'est autre chose. N'importe qui peut être le père de votre enfant. Et celui-là a refusé royalement de l'être. Il ne veut pas de vos enfants. Prendre le risque. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle y reste et qu'elle s'en aille? Il n'y a pas de choix à faire. C'est quoi le choix? Franchement, quel choix vous lui il n'y a proposez? pas de choix à faire. C'est rester parti? Ses enfants d'abord. Ouais. Ses enfants, rester où? Avec qui? Lui, on a laissé entendre qu'il pourrait être jaloux si jamais le père de ses enfants essaye de revenir pour voir ses enfants. Mais attendez, la mère de votre garçon peut revenir aussi. C'est des arguments. Est-ce que la femme ne peut pas aussi être jalouse? La mère de son garçon peut revenir également, à elle d'être jalouse. Je crois que pour se lancer dans ce genre d'histoire, les uns et les autres devraient faire un peu preuve d'un peu de maturité. Madame, cet homme, c'est un gamin, il n'est pas encore prêt à assumer un certain nombre de choses. D'abord, vous êtes indépendante financièrement. Oui, vous pouvez être épuisée. Je veux comprendre, Dominique. Est-ce que c'est l'argent qui définit, bien sûr, le sens, je veux dire, la trajectoire que l'on peut donner à la réussite d'une famille? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. L'argent? Dire que il n'y a pas de base, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de formation. Où est l'éducation ici? Pourquoi l'argent? Où est l'éducation ici? Il n'y a pas d'éducation ici. Quand il lui dit, va chercher le père de ton enfant pour qu'il s'occupe de tes enfants, parce que quelqu'un ne va pas faire ses enfants pour que je vienne m'en occuper. Ça veut dire quoi? Vous voulez qu'on se focalise sur quoi? La première fois, elle a essayé d'être une bonne femme, d'être soumise, reproductive et productrice en même temps. Elle a tout fait. Elle a donné les bons gages de ce qu'elle pouvait être une bonne femme. Ça n'a pas marché. Alors, cet homme pour vous, c'est comment vous le qualifiez? Non, il n'a pas de qualificatif. On ne parle pas de tout et de tout le monde. Il y a des gens à qui on ne répond pas, comme il y a des gens avec lesquels on ne compose pas. Il n'a pas ses raisons, il n'a pas ses arguments. Qui cherche une femme vierge? Il n'a pas... Non, qui cherche une femme qu'il va dépuceler, à qui il va faire un enfant. Parce que si c'était sa femme, excusez-moi, si c'était sa femme... Trouvez des mots. Hein. Bon, il y a on a des enfants qui nous regardent. Quand même. Voilà. Bon, je ne sais pas quel est le synonyme qu'on peut donner à... Voilà, évoluons. Si c'était une femme qu'il avait épousée, qu'on lui avait ramené peut-être du village, qui n'avait pas encore connu d'homme, c'est mieux. Qui n'avait pas encore connu d'homme et qui avait fait 6 enfants, je ne pense pas qu'il s'en serait séparé au nom de que ça fait beaucoup. Donc cet homme est foncièrement pas bon. Il est foncièrement mesquin, égoïste, égocentrique, nombriliste. Conséquence, on ne peut pas évoluer avec. Vous pouvez ramener votre enfant et votre fille va subir des attouchements. Donc déjà, l'individu à la base est malsain. Donc on n'a rien à faire avec. Je regarde le regard de Donald Briscamdan qui vous regarde assidûment. Je souhaite avoir une précision. Le père des 2 enfants, il est quoi? Il fait quoi? Non, je n'ai pas posé la question. Le père ne Voilà. Lorsqu'on me dit qu'un père n'est La pas là... réponse aurait été intéressante. Non, Vous dire pourquoi tout à l'heure. Pourquoi déjà? Rapidement. Non, je vais revenir. Votre avis, pourquoi? Parce que, je vais vous dire, je parlais de la psychologie d'un certain nombre de nos jeunes sœurs. Vous savez, il est généralement mis que l'accouchement booste la maturité. Lorsqu'une fille accouche, son niveau de maturité grandit. Elle voit la vie plus clairement. Logiquement. Peut-être pas plus clairement, mais je veux dire qu'elle grandit en maturité. Oui. Vous avez des jeunes filles qui, à la fleur de l'âge, méprisent tous les garçons qui les abordent parce qu'il y a un jeune qui leur promet monts et merveilles sans aucune base solide, sans vraiment les aimer. Nous avons un garçon qui a un avenir prometteur, qui a des ambitions, qui sur le plan du projet de vie est assez structuré, mais parce que vous pensez qu'il n'est pas encore abouti, comme le prince que vous cherchez, qui a déjà une villa, de belles voitures, et peut-être qui n'a pas, je veux dire, dont la trajectoire en termes de réussite n'est pas claire, n'est pas propre. Plus tard vous découvrez ça,
Vous avez ramassé 3, 4, 5 enfants. Vous ramenez ça chez le jeune garçon qui vous avez dragué au cours moyen de, je dis n'importe quoi, en 6e, en première année de la fac, et que vous avez méprisé. Non. Si tu m'aimes, il faut aussi aimer mes enfants. Je dis, il faut être sérieux. Merci beaucoup, Dona Brice. Eh bien là, merci de nous sauver, nous les hommes. Ah ben, je me retrouve pas dans la peau. Hein. Bon, c'est quand même une histoire rocambolesque ce matin. Et Dominique nous regarde avec des grands yeux. Je ne sais pas pourquoi il me regarde comme ça. Un film de je voudrais qu'on se comprenne. C'est des phénomènes qui sont légion. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous qui avez un vécu, une expérience, votre rang d'autorité traditionnelle, comment parvenez-vous à donner des solutions à ce type de problèmes posés très souvent en société? Que dites-vous à ceux qui viennent vous rencontrer en permanence, Mambo? D'abord, il faut aussi dire que cette femme ne sait pas ce qu'elle veut. Elle ne sait pas. Intéressant. Elle pose le problème d'un parent irresponsable qui s'est trouvé être le géniteur de ses premiers enfants. Maintenant, elle pose le problème de cœur. J'aime Moto, qu'est-ce qu'elle veut réellement? Elle part parce que le gars ne s'occupait pas des enfants. Son comportement n'est pas de se rapprocher de la famille du garçon en disant son grand frère, sa grande sœur et tout, sa famille nous a abandonnés, je n'ai pas pu, j'étais contrainte d'amener les enfants dans ma famille. Elle fait obstruction de tout cela. On ne sait pas si vraiment elle était intégrée dans la famille ou pas. Justement. Mais elle dit qu'elle amène les enfants dans sa propre famille. Parce que l'homme ne peut le pas. Vous voyez donc l'individualisme qu'elle a. Maintenant, elle pose le problème des revenus financiers du mototaximan et les problèmes de cœur. Je l'aime, mais comme il me pose, voilà. Vous voyez un peu. Elle ne sait pas parce que... Il y a même une troisième dimension. Voilà. L'acceptation des enfants. Les enfants le rejet de ses enfants et l'acceptation de son enfant. Elle n'aime pas ses enfants. Elle ne les aime pas. Ah bon? Oui, elle les a mis, j'allais dire, accessoirement. Elle les a laissés, elle est venue chercher la vie. Comment elle faisait, d'abord les enfants, on ne connaît pas les règles, comment elle faisait quand le papa, le géniteur, les avait abandonnés, soit disant, comment elle s'occupait de quoi? Elle vendait les condiments verts, elle faisait le foléré. Elle était sous le toit de l'ancien papa. Faisait-elle le foléré, les condiments verts, elle se débrouillait quoi? Les sucettes et tout. Elle ne nous dit pas. Elle ne nous dit pas. Elle-même était là, croiser les biais, c'est les voisins qui les aidaient, c'est sa famille qui apportait les nourrissons. Elle ne nous dit rien. Rien du tout. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et justement, lorsque vous avez une fille qui ne sait pas ce qu'elle veut, moi, j'ai l'impression que cet homme était ennuyé. Le deuxième? Parce que, non, le premier même. Ouais. Il ne sent pas. Mais non, on est obligé de nous jeter comme ça en conjecture. On ne sait pas. Elle veut quoi? Conquérir le cœur. Son cœur a flashé sur du mototaximan. Voilà. Elle est donc prête à avoir 3 enfants avec 2 pères différents. Mais pourvu que on prenne les 2 enfants en charge. Elle ne nous dit rien du tout. Donc, quand vous avez donc, vous faire la rencontre d'une fille pareille, vous, le garçon, vous devez vous méfier. Justement, il ne faut pas lui filer une grossesse. Moi, je donne d'abord les conseils au mototaximan qui nous suit. Et laisse d'abord la fille qu'elle dise clairement ce qu'elle recherche. Puisque c'est la fille qui nous rend l'histoire ce matin. Non, elle doit d'abord savoir ce qu'elle veut. Elle veut quoi? Qu'est-ce qu'elle fait comme activité pour subvenir aux besoins de ses 2 enfants? De ces 2 enfants. Parce que vous verrez les filles, à un moment, on dit, fais quoi, c'est mon enfant. Mais pourquoi elle abandonne ses enfants à sa maman? À qui? À sa maman au village, qui fait quoi, on ne sait rien. Au-delà de toutes ces questions, bon, Bengan, fondamentalement, qu'est-ce qu'on peut lui dire, la fille? Est-ce que lui dire, essaie de lui dire exactement ce que tu veux? Voilà, occupe-toi de tes enfants. Si tu les as laissés au village, ça veut dire que peut-être leur scolarité peut être assurée au village, tu restes à côté de maman. Tu restes là-bas, puisque ta maman peut s'occuper des enfants au village. Tu restes donc là et aider maman dans ses activités génératrices de revenus. Elle vient faire quoi en ville? Elle est en location seule. Quelle activité menait-elle en ville ou mène-t-elle en ville avant de rencontrer ce mototaximan? Maintenant, est-ce qu'elle est venue en ville pour se chercher et plus tard ramener ses enfants? À ce moment,
Si c'est ça le projet, elle continue dans son projet. Donc, elle a son appartement, elle vit d'abord avec ses 2 enfants dans sa chambre. Ouais. Elle vend soit, je ne sais pas moi, le charbon, le foléré ou le condiment vert quelque part et tout, pour s'occuper des enfants. En attendant que son cœur tombe sur un homme, là, elle aura une, j'allais dire, une orientation assez claire. Vous voulez pas une virgule? Oui, on sort du sujet. Cette fille a vécu beaucoup de libertinage. Et elle a pensé que le moment est venu de se caser. Et comme elle a trouvé un homme, elle veut lui imposer ses enfants. Merci beaucoup. C'est malsain. C'est un avis, bien sûr. On attendra vos avis. Tout à l'heure, madame, monsieur, on vous lira. Le sujet est peut-être passionnant en même temps, mais vous êtes très nombreux, bien sûr, à laisser vos commentaires. Allez nous le faire sur Equinox TV, pour vous qui nous regardez en live, et ou encore, du moins, on vous lira. D'un instant, la colère. Je perds mon latin. J'interpelle la conscience nationale ce matin sur ce que nous appellerons la tragédie du secteur avicole au Cameroun. Nos dames qui font le marché ce matin vous le diront, le poulet de chair est rare et cher sur les étals. Ce n'est pas un jeu de mots. Il faut 5 000 francs CFA pour approcher une volaille qui était cédée il y a peu à 3 500 francs CFA. Voilà un indicateur très actuel de la longue traversée du désert, d'une filière pourtant parmi les plus cotées en termes de potentialité au Cameroun. La filière avicole. Aujourd'hui, les fermes sont vides de Sancho à Douala, de Vokadar à Ngaoundéré. La faute à une absence de vision et des manœuvres de quelques fonctionnaires ayant pour but de maintenir ces producteurs de richesse dans la misère et étioler constamment le panier de la ménagère, accentuant la vie chère. Les difficultés du secteur aviaire sont connues. Au premier chapitre, le défaut des semences. C'est ce qui explique la remontée des prix du poulet de chair, actuellement sur le marché national. Le poussin d'Anjou, comme on l'appelle, importé d'Europe, coûte désormais 650 francs CFA à 700 francs CFA au lieu de 500 francs CFA comme il y a quelques mois. Cela est dû à la grippe aviaire qui a frappé les pays européens, principaux fournisseurs de ces poussins. Deuxième problème, la rareté des céréales. Faut-il le rappeler? En matière de production aviaire, la part des aliments représente à peu près 70% des coûts de production. Or, les céréales comme le maïs ou le soja, principalement utilisés par les fermiers, ont vu leur prix s'envoler ces derniers mois au Cameroun. Tenez, le kilogramme de soja est passé de 280 francs CFA à 440 francs CFA ces derniers mois. Quant au maïs, de 180 francs à environ 250 francs CFA aujourd'hui. Troisième problème, le braquage des producteurs par les revendeurs. En l'absence d'une régulation du prix sur le marché, ces prix se sont justement envolés à la tête des paysans qui se tuent pourtant à la tâche à longueur de journée. La combinaison de cet ensemble d'éléments finit d'asphyxier les aviculteurs. Mais attention, de quoi parlons-nous? Nous parlons là d'une filière qui jusqu'en 2016, c'est-à-dire jusqu'à la récente épidémie de grippe aviaire au Cameroun, pesait en termes de chiffre d'affaires 300 milliards de francs CFA. Je dis bien 300 milliards de francs CFA. Soit l'une des filières les plus florissantes de toute l'économie nationale. Les appuis de l'État qui auraient pu permettre au secteur de soutenir la production post-crise et de redonner du poil de la bête à la filière n'ont pas suivi après la grippe aviaire de 2016. Conséquence, déjà stressés par les pertes occasionnées par cette grippe aviaire, les paysans ont sombré dans le désespoir et le découragement, abandonnant de fait leurs activités. Mais au fond,
c'est l'absence de vision et d'ambition des pouvoirs publics pour le monde rural qui est ici mis en cause. L'échec est cuisant et effrayant sur ce plan. À demain. Merci infiniment Donald Brice Kiamgang pour cet éveil que vous restituez ce matin dans le secteur avicole au Cameroun. Eh bien, demandez bien sûr aux femmes qui nous regardent ce matin, comment parvenez-vous à manger du poulet? Comment mettez-vous justement le poulet sur vos tables à chaque fois qu'il faudrait manger? Regardez bien évidemment les restaurants aujourd'hui, comment vous parvenez bien sûr à vous en procurer? Et au-delà de cette question, on s'en souvient qu'il y a quelques temps seulement, le Cameroun s'est insurgé du fait, au moins quelques consommateurs, s'est insurgé du fait qu'il y avait ce qu'on appelait le poulet congelé venu du Brésil, qui se trouvait bien sûr sur nos étalages dans nos marchés au Cameroun. Ce matin, nous parlerons certainement de santé, nous parlerons certainement des réalités autour, mais il y a quand même le montant évoqué, Donald Brice Kiamgang. Vous parlez bien sûr de 300 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. De chiffre d'affaires sur une année dans le secteur avicole qui serait justement en train de partir en fumée aujourd'hui. Bonbon Bengan, fondamentalement, on parle très souvent d'une volonté politique de nuire aux Camerounais. Est-ce qu'on y est là toujours? Parce que là, il n'y a plus de semences sur le marché. On sait en même temps qu'il y a eu la grippe aviaire qui est venue avec son lot de malheur. On sait également qu'il y a le braquage des producteurs par les revendeurs aujourd'hui. Tant d'histoires. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour ressauver, à votre avis, ce secteur avicole qui est en perte de croissance aujourd'hui au Cameroun? Oui, la relance du secteur avicole n'est pas compliquée. Vous l'avez dit, il faut une simple volonté politique. Deuxièmement, il faut d'abord faire observer qu'on a demandé à beaucoup d'éleveurs de tuer les têtes qu'ils avaient pour soi-disant grippe aviaire qui n'en était pas une. Donc ce n'était pas vrai, il n'y avait pas de grippe aviaire. Et l'État du Cameroun n'est pas venu, j'allais dire, permettre ces producteurs-là à relancer le secteur. Donc la relance du secteur avicole, pourquoi ça j'avais? Vous me faites penser, parce que je suis obligé de rentrer là, peut-être vous ne l'avez pas entendu, on parlait ici des poulets bon chers. Ouais. Voilà, à l'époque, poulets bon chers, les poulets sofales, les poulets. Donc il y avait, j'allais dire, une politique de relance des filières avicoles, au point où on avait d'ailleurs intégré le fait que l'abattage des poulets nécessitait pour certains que ceux qui sont d'obédience musulmane puissent participer à ces abattages-là. Et beaucoup, lorsqu'on avait recadré, donc je vais dire que pour certains, lorsque n'importe comment, ouais. Il fallait que tout le monde soit. Et effectivement, l'État du Cameroun avait réussi à équilibrer cela. Ce qui fait que ce soit les musulmans ou tout le monde, on pouvait acheter le poulet, que ce soit égorgé ou pas, dans des trucs ou pas de manière normale. Mais il arrive donc justement que la politique, j'allais dire des réseaux, la politique des réseaux entre dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on dit aux fonctionnaires de faire les affaires, ils intègrent donc là, commencent à le faire. Avant, ils se cachaient un peu, peut-être des prêtres. Non, maintenant, ils font des affaires de manière claire. Et quand ils font donc des affaires, c'est eux qui sont, quand on parle de programme de développement de ceci, de cela, de ceci, ils savent, c'est eux qui gèrent le programme. Ils confient et ils détournent donc de l'argent au bénéfice des exploitations qu'ils ont créées eux-mêmes, ou ils ont confié aux mains inexpertes. Voilà comment on a donc abandonné ceux qui y étaient engagés comme producteurs de richesses et parvenir à la maîtrise de ce qu'on appelle la politique alimentaire du pays. Voilà comment ça a chaviré. Au point où, lorsqu'on arrive là, vous êtes là, production des œufs, un jour des poulets, des ceci, des poussins, ça c'est donc allé de coq à l'âne et on est arrivé dans un environnement où, malheureusement... En écoutant Donald Brice Kiamgang tout à l'heure, il y a un sérieux problème au Mengan. Dans le secteur agricole, pour ceux qui nous regardent, parce qu'ils sont très nombreux, qui sont investis, on a un problème des semences, fondamentalement. Au point où l'achat d'une semence coûte très cher, 650 francs, Donald Brice Kiamgang.
650 à 700 francs. Le poussin d'un jour. Poussin d'un jour. 650 francs. Le Les 500 problème, francs, l'élevage s'accompagne de l'agriculture. Tout à fait. D'abord, dans des pays sérieux, il n'existe même pas un ministère de l'élevage. En fait, même la formation des vétérinaires est encadrée par le ministère en charge de l'agriculture. Dès lors qu'on dissocie les deux et que vous êtes dans un gouvernement qui ne pense pas à la cohésion de l'action gouvernementale, c'est un problème. C'est-à-dire que le secteur avicole dépend du ministère des pêches, de l'élevage et de l'industrie animale, et les entrants, vous allez les chercher au ministère en charge de l'agriculture. Vous allez donc vous rendre compte que là-bas, le programme est peut-être ailleurs dans le développement du bananier plantain. Et le ministère des Finances, qui a de l'argent, lui aussi a des priorités ailleurs. Va-t-il débloquer de l'argent pour le développement du secteur avicole? Non, vous avez, pour faire un peu d'extrapolation pour qu'on se comprenne, vous l'avez vu, on sait, voilà, mais on sait quand même que tous les 3 mois, par exemple, les chercheurs des universités du Cameroun doivent avoir leur prime de recherche. Mais lorsque le 3 mois arrive, le ministère de Finances dit non, on n'a pas mis ça comme priorité. C'est ça qui engage justement, parce que le ministère de l'élevage peut dire que dans la relance du secteur avicole, voilà ce que je souhaite pour, voilà. Et le ministère de l'Agriculture aussi dit pour, voilà. Maintenant, au ministère des Finances, on vous dit qu'il n'y a pas de fonds. Vous, la banque maintenant, il n'y a pas de banque d'investissement qui puisse venir soutenir ce secteur-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la politique, j'allais dire, de vaste hésitation. Il y a beaucoup d'ambiguïté. La politique d'ambiguïté, on ne sait pas ce qu'on fait réellement. Donc, il n'y a pas une bonne politique définie pour la relance de ce secteur. Et c'est bien grave, Dominique Audrey, vous qui comprenez un tout petit peu ces choses-là, parce que par ailleurs, vous souhaitez bien être agriculteur, je ne sais pas si vous l'êtes déjà, de toutes les façons. Alors si on en venait bien sûr aux réalités que vous-même vous vivez, qu'est-ce qui en ressort véritablement? C'est que, d'abord, c'est une expérience folle, une expérience que beaucoup de personnes devraient vivre, mais également, c'est quelque chose qui demande un investissement énorme. Récemment, on plaint le fait sur les marchés de l'indisponibilité des poulets. Lorsque vous arrivez sur le marché, par exemple, et que vous voulez acheter un poulet qui peut coûter pour le dernier 2500 francs, on vous dit qu'il n'y en a plus, ça va à plus de 3500 et autres. Simplement parce que la matière avec laquelle on nourrit les poussins d'un jour n'entre plus. Il y a une pénurie au niveau des aliments que consomment les poussins d'un jour. Vous savez que ça se fait en sensiblement 3 étapes. Il y a le démarrage, il y a la croissance et il y a les finitions. Donc, beaucoup de producteurs aujourd'hui sont butés à cela. Personne n'a envie d'acheter des poussins qui viendront mourir faute de nourriture. Sauf qu'à côté, on a quand même des entreprises locales qui tendent, qui essayent, notamment à Yaoundé là-bas, qui essayent, pour ceux que je connais, bien entendu, qui essayent de produire et de faire la composition de ces intrants-là, de ces aliments pour les poulets. Donc, conséquence, on a de plus en plus de la pénurie parce que les matières de base pour pouvoir élever les poulets qui vont être finis dans nos marmites, il n'y en a plus. Malheureusement, après la période de ce qu'on a appelé la grippe aviaire, il y a eu des plans. Le gouvernement a pris des engagements qui devaient accompagner la relance de cette aviculture. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si les productions avicoles réussissent à couvrir au moins les 50% de la demande du marché. National. Oui, national. Malheureusement, non, on ne peut pas. Il n'y en a pas sur les marchés, c'est visible qu'il n'y en a pas. Et la demande est encore plus grande, même avant cette pénurie-là. Si on développe la culture du maïs, parce que la nourriture de base, c'est le maïs, la composition, c'est le maïs, le blé, parfois le sorgho, en tout cas ça dépend. Il y en a qui recomposent ça à leur sauce. Hein. Oui, le soja, donc ça dépend. Si on favorise la culture de ces différents aliments-là, on est sûr de la création de certains emplois ici. On aura des usines, on aura des gens qui travailleront dans des champs et on aura une matière à travailler dans ces usines-là et revendre aux producteurs de poulets et pourquoi pas étendre cela jusqu'à l'extérieur et exporter de la nourriture pour les pays
les pays voisins. Donc il y a matière à travailler, il y a énormément à faire. Les producteurs avicoles, les aviculteurs ont besoin de soutien, énormément de soutien, que ce soit au niveau des poulets également, des porcs aussi, de l'agriculture. Nos producteurs locaux ont besoin d'aide parce que le risque à consommer des poulets qui viennent de l'étranger, c'est qu'on n'a pas de contrôle, contrairement à ce qu'on fait ici. Et aussi les problèmes d'œufs, forcément ça suit. À votre avis, justement, Dominique Pengou, c'est une mauvaise politique mise en place par le gouvernement camerounais lorsqu'on sait quand même qu'on a un ministère de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale qui comprend mieux ces problèmes mais n'en fait rien. Et à côté de ce ministère, on a le ministère de l'Agriculture. Comme Dominique Audrey, justement, on le disait à l'instant, qui peut s'investir dans une réelle chaîne de travail pour faire de ce secteur un secteur aussi prioritaire, parce que si on parvient quand même à faire manger les Camerounais aisément, mais on est bien parti. Vous comprenez que c'est une mauvaise volonté ou finalement le gouvernement camerounais manque d'astuces aujourd'hui pour convaincre les Camerounais à manger de ce qu'ils produisent eux-mêmes, Dominique Pengou? Alors, si on regarde les clauses qui étaient sorties de la dernière assise avec le président de l'interprofession agricole du Cameroun, justement François Ndjoumou, où il avait décrié la mauvaise politique, puisque les conclusions étaient plutôt faites à l'inverse. Que d'importer les poussins d'un jour et les œufs, il fallait importer les parents, les volailles parents, les pondeuses, parce que ici au Cameroun, on a déjà la faculté de pouvoir produire nous-mêmes les poussins d'un jour et de pouvoir suivre également la bonne croissance de ces volailles-là, parce que justement, si le secteur agricole est contrôlé, le secteur a même le devoir de s'allier au secteur avicole pour pouvoir pallier ce genre de problème, parce que comme Dominique Audrey le disait, et si on a un suivi au niveau de la subvention du secteur agricole pour la production peut-être des matières premières telles que le maïs, le soja, le sorgho, qui vont permettre de nutriments pour ces volailles-là, on pourra facilement s'en sortir parce qu'on n'aura plus besoin d'acheter la nourriture importée qui coûte énormément cher. Rien que d'abord le coût de ces nutriments-là coûte cher et maintenant le coût même du dédouanement coûte également cher. Avec cet argent, on pourrait investir, on pourrait subventionner les producteurs avicoles qui en ont gravement besoin. Je le dis parce que au Cameroun ou encore dans des marchés, je prends par exemple le marché que je maîtrise le mieux, le marché Madagascar ou encore qu'on a appelé Dakar là-bas. Je connais pratiquement 4 ou 5 aviculteurs et je peux vous dire que ces gars sont des aviculteurs, comment je vais dire, du secteur privé, si ça existe même, si ça devrait exister, parce que eux ils fonctionnent 80 à 200% les subventions ou encore le processus d'élevage vient de leur poche, c'est ce que je veux dire. Donc ils n'ont pas de subvention, ils n'ont pas de contrôle, ils ne sont pas sponsorisés, ils ne sont même pas accompagnés jusqu'à la commercialisation de ces poulets là. Comment on fait? Est-ce qu'on ne contrôle pas comment est-ce qu'ils font pour pouvoir acquérir acquérir déjà la volaille poussin? On ne contrôle pas la nutrition qu'ils donnent à ces poussins là, on ne contrôle même pas sur le plan sanitaire. Sur le plan sanitaire. Est-ce qu'on peut dire vraiment, vous entendez parler, parce que là, les arguments qui fusent de part et d'autre, de Mbomboka, à Dominique Audrey, par exemple par vous-même et d'ailleurs sur la colère, l'État du Cameroun fait sciemment d'abandonner ce secteur? Oui. Oui, on va le dire ce matin, on va dire un oui farouche et un oui ferme. L'État du Cameroun fait sciemment d'abandonner ce secteur justement parce que les Camerounais à leur niveau ont pris les petites résolutions de pouvoir pallier ce genre de situation. Mais non, mais c'est très dangereux parce qu'on a des produits qu'on ne contrôle pas sur le marché. On a des produits dont on ne connaît même pas la provenance. On a des produits dont on ne peut même pas avoir des chiffres clés parce qu'il n'y a pas d'enquête derrière. Si vous demandez par exemple, je dis n'importe quoi, peut-être au secteur ou encore à la communauté de Douala 3e de vérifier comment se vend ou encore comment se produit ou comment se commercialise la volaille au marché, ils ne vous diront pas que chaque matin il y a 500 000 poulets qui arrivent, qui proviennent de tel secteur et on en ressort avec combien, il y a peut-être 500 000 productions et au bout des 500 000 productions il y en a peut-être 200 qui meurent juste parce que il y en a pas. Il y en a pas, c'est chacun qui se lève, il investit de ses propres fonds et il décide d'en faire son business. Il y a Dominique Audrey qui voulait faire une virgule sur ce que oui, surtout par rapport au contrôle et au suivi des différents producteurs. Pour les femmes qui font le poulet, vous avez certainement remarqué qu'aujourd'hui, on a une catégorie de poulets là. Même le temps de partir du marché à la maison,
on a l'impression que le poulet commence à Ça se pourrir pourrit, parce que justement. il y a certains producteurs, pour que le poulet grossisse et tout ça, font un certain Des nombre. injections. Voilà. Donc, si on avait un service d'hygiène qui prenait, après recensement, bien entendu, des différents producteurs, faisait des descentes sur le terrain pour s'assurer de comment est-ce qu'on gère les poussins. Parce qu'il faut dire que lorsqu'on est à la période de chauffe, vous prenez les poussins d'un jour. Pour les personnes qui n'ont pas encore des moyens, il y a des façons archaïques avec des ampoules pour chauffer les poulets. Il y a une façon d'entrer avec des chaussures qu'on a javelisées. Vous sortez, ainsi de suite. Donc c'est un procédé. On devrait avoir un service d'hygiène qui vient constamment et récurremment s'assurer du respect du tableau. Donc aujourd'hui, on n'a pas de contrôle dessus. Les Camerounais mangent tout et n'importe quoi, même si ça vient de l'intérieur. Donc, pour compléter et dire qu'il y a un réel problème, il y a un suivi qu'on doit avoir. Et Michel, si vous permettez, pour réenchérir, même quand vous allez au niveau du marché des chèvres, c'est quelque part là-bas derrière la prison centrale de Neubel, vous allez voir un soi-disant service d'hygiène qui est là, mais qui est comme si elle n'est pas là, parce que je peux le dire, j'ai déjà eu à fréquenter ce secteur-là 2 ou 3 fois. Il y a un service d'hygiène, vous arrivez le matin, les gars arrivent, ils ne contrôlent pas ce qui entre à l'abattoir, ils ne contrôlent pas comment les volailles sont tuées, comment elles sont commercialisées. Et les gars, et puis c'est le soir, vers peut-être 10, 12 heures, ils arrivent quand les commerçants ont fini de liquider leur bétail, ils viennent prendre leur pourboire. Justement, c'est à ça que c'est le service d'hygiène, venir prendre les chocos et puis ne pas contrôler réellement ce qui se passe. À ce qui s'est dit sur ce plateau ce matin, justement, on regarde l'attitude du gouvernement camerounais et on regarde les Camerounais vraiment droit dans les yeux. Avons-nous le sentiment qu'actuellement, le ministre de l'élevage, des pêches et de l'industrie animale, le Dr Taïga, ou encore le ministre de l'agriculture et du développement rural, pour parler justement de M. Bayrobé, j'arrive enfin, Gabriel Bayrobé, croyez-vous justement que le gouvernement camerounais est dans l'option de donner à manger aux Camerounais? Et on peut peut-être se rassurer une fois que l'objectif simplement c'est d'affamer le peuple, et lorsque le peuple a faim, on le tient mieux réellement. C'est pas des raisons pour lesquelles le gouvernement fait sciemment d'abandonner ce secteur. Les Camerounais, comme on a dit sur ce plateau, ouvrons les yeux et allumons nos cerveaux, madame, monsieur. On en reparle dans la deuxième séquence. Monsieur, merci de rester sur Equinox Télévision. C'est 10-12, le Zénith qui se poursuit, mais surtout avec une question qui taraude les esprits depuis hier sur la toile, depuis hier matin d'ailleurs. Il y a cette image venant de la Sierra Leone où on a vu bien sûr un Chinois en pleine lutte avec des Sierra Leonais sur un site d'exploitation, bien sûr des mines. Est-ce qu'on devrait aujourd'hui avoir peur de la présence chinoise en Afrique? Les Africains devraient-ils se dire il est temps probablement de fermer la porte à la Chine parce que l'empire du milieu semble prendre tellement de poids sur le continent au point où les Africains n'ont plus de poids eux-mêmes sur leur terre. Est-ce qu'on va dire finalement que la colonisation n'a pas de fin? Parce qu'on a eu la colonisation, ce qu'on a baptisé bien sûr l'esclavage au départ, la colonisation est arrivée, le néocolonialisme qui s'impose, le fait justement que les puissances, d'autres puissances veulent rentrer en Afrique, notamment la Russie et la Chine. Comment les Africains devraient-ils justement se comporter pour faire des barrières réelles à cette invasion, mais surtout en mettant de côté la France et d'autres pays? C'est important. Non, moi voilà. Je pense plutôt que l'Afrique doit s'inspirer de la Chine. La Chine, pays en 1960, est un pays pauvre. Ouais. La Chine a résolu son problème spirituel et religieux. Le problème, c'est quoi, c'est spirituel et religieux? Oui, le problème est d'ordre spirituel et religieux. C'est dedans, on vous le dit toujours, c'est là-dedans qu'il y a la science, il y a la technique, il y a la technologie. Et la Chine, justement, quand vous n'avez pas un imaginaire collectif, un même imaginaire collectif, vous ne pouvez pas. Mais vous avez quand même regardé les images. L'Afrique, la Chine a donc décidé, je vais battre les Occidentaux sur leur propre terrain, en s'inspirant de Confucius. Oui, mais justement. En venant battre les Africains ici comme ça, mais les humilier. Non, la Chine ne vise pas l'Afrique en tant que telle. La Chine vise à dominer le monde. L'Afrique, quand il y a Huawei qui a commencé à parler, c'était Donald Trump. Est-ce que quand la Chine fait Huawei, il vise l'Afrique? L'Afrique, c'est quoi? Il vient aussi prendre en Afrique pour dominer le monde. Il s'est dit que l'Afrique, c'est un terrain où tout le monde vient. Il va donc dire, la France, l'Allemagne, vous avez des colonies là-bas, non? Je vais vous battre dans vos propres colonies. Et elles viennent donc, ayant
aménagé. Et justement, c'est pour cette raison que quand elle est venue, pour le cas du Cameroun, construire le palais de congrès en 70-71, elle reste tranquille. Elle a son ambassade là, personne ne sait ce qu'il fait. 85, 83, 84, il vient avec l'ampoculture en Balmayo. Il s'installe, il regarde. Elle a préparé l'avenir. Lorsqu'elle a décidé maintenant d'entrer dans l'Organisation mondiale du commerce en 2002, elle avait déjà son plan d'expansion et de domination de l'Afrique. Donc c'est ce que les Africains doivent se dire. Nous, on fait donc comment dedans? C'est la vraie question. Voilà, on fait comment? C'est l'Afrique qui doit se constituer en puissance. J'ai vu les images dont vous parlez. C'est la question des conditions de travail dans les chantiers gagnés par les multinationales. Ça, c'est une question qui doit être adressée en interne chez nous. Les concessions qui sont faites à la Chine comme aux autres puissances internationales, c'est nos dirigeants qui sont complices de ces concessions qui se font souvent dans les intérêts, non pas de nos populations, mais de ces pays-là. Donc, sont les Africains eux-mêmes le problème. La Chine vient au Cameroun, elle décide qu'elle ne mange pas le riz. C'est un virgule. Il faut tirer. Vous avez tiré un problème. On va revenir. Vous nous rassurez? Peut-être qu'il faut en finir avec maintenant. Pourquoi pas? Non, on va revenir. C'est une virgule. C'est pour préparer justement les téléspectateurs. C'est une opportunité qu'il faut savoir comment saisir. On ne peut pas, bien sûr, les téléspectateurs. Tout à l'heure, on en reparlera. Je vous en prie. C'était juste une petite virgule. On a fait un pied là-dessus. On reviendra. Allez, pour finir avec la question justement du secteur agricole qui est en souffrance au Cameroun, on s'est dit probablement, si vous voulez, le gouvernement camerounais fait sciemment de laisser les Camerounais dans la famine, alors qu'il y a un secteur que l'on peut encourager, motiver, encadrer et qui est assez générateur de revenus. On fait sciemment de vous laisser affamer. Alors, c'est une politique. Quand vous avez faim, vous tendez la main, on vous gère mieux. C'est ça de Nablus Kamgan. Vous avez failli m'arracher la parole, merci de me la restituer. Alors, je commence par je vais répondre à votre question. L'une des dernières actualités, vous le savez, dans le secteur agricole, c'est cette correspondance que le ministre de l'Élevage a adressée à l'ambassadeur du Brésil au Cameroun sur l'autorisation d'importation des sous-produits aviaires, les œufs, les poulets, et ainsi de suite. Alors, ça pose deux problèmes. C'est une sorte de raccourci. D'après tous les analystes de ce secteur que vous interrogez, la plupart des analystes sérieux que vous interrogez dans le secteur, vous direz que c'est un raccourci pas très sérieux. Pourquoi? Parce que cette autorisation des importations pose deux problèmes. L'un est sanitaire, parce que vous savez que le Cameroun jusqu'à aujourd'hui n'a pas d'institut, de centre d'analyse des aliments qui entrent sur son territoire. Pas du tout. Il n'y a pas d'instance qui contrôle ce que nous mangeons. Et donc, le risque d'importation des découpes de poulet contre lesquels feu Bernard Djonga s'est battu jusqu'en 2005-2007, jusqu'à limiter suspendre les importations, les risques de revoir ces poulets-là envahir notre marché sont réels sans aucun contrôle sanitaire. Deuxième risque, le risque économique. Ouvrir le marché national aux pays comme le Brésil, la France, les États-Unis, c'est mettre en concurrence, mais alors très direct, les producteurs locaux camerounais qui ne sont pas soutenus et les grands producteurs de ces pays occidentaux qui sont très bien soutenus par l'État. Leur agriculture est subventionnée et produisent à la fois en quantité et en qualité. Voilà les deux principaux risques. Voilà. Troisième chose, il faut réduire la dépendance vis-à-vis de l'extérieur, justement. Je vous parle des poulets d'un jour qui posent problème, qui font que le prix du poulet de chair est hors de portée des ménagères aujourd'hui. J'espère qu'Audra fait le marché ces jours-ci et qu'elle a pu se rendre compte que le poulet passe de 3 500 à 5 000 francs CFA. En tout cas, elle le constatera. Il faut réduire cette forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Nous avons une école au Cameroun, l'école des sciences vétérinaires et de médecine de l'université de Ngaoundéré qui forment des ingénieurs qui sont capables de cesser cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire que le Cameroun fait sciemment d'enfamer de laisser les Camerounais dans la famine. On est tenté de le dire. Il faut donc former au niveau local pour faire en sorte que nos ingénieurs nous permettent de produire au niveau local les intrants, les semences dont il est question, subventionner l'agriculture. Bon, on l'a dit tout à l'heure, le secteur agricole dont nous parlons est
intimement liées à l'agriculture. La voudrais... production du mil, du maïs, du sorgho, du soja et tout ce que vous voulez doit pouvoir être subventionné pour que nous n'importions pas. Je termine par là. Jusqu'en 2016, le Cameroun produisait le poulet et exportait en Afrique centrale jusqu'au Soudan, en Afrique de l'Est. Aujourd'hui, nous sommes à 65 000 tonnes. Je chute. Non, permettez. Oui. Vraiment, parlons trivialement. Parce qu'on s'adresse aux Camerounais, qui nous regardent au Cameroun, qui nous regardent à l'étranger. Est-ce que le gouvernement camerounais aime ce pays? Est-ce qu'on peut dire vraiment que le gouvernement camerounais aime ce pays? Qu'on le sache qu'en 2016, on a quand même eu... On parvenait la production était excédentaire, c'est comme ça qu'on dit en économie. Dont la sous-région jusqu'au Soudan, au Cameroun, est incapable de pouvoir donner à manger à son peuple. Oui. C'est indécent. Alors, je vous donne les chiffres. Nous sommes aujourd'hui à 65 000 tonnes de production au niveau national pour une demande qui est dans les 105 000 tonnes. Donc, ça signifie qu'il y a un gap à combler d'environ 40 000 tonnes. C'est pour ça que le gouvernement veut faire importer tout ce qui est autorisé là. Or, c'est une filière qui se porte bien. Il suffit simplement de l'accompagner et de la soutenir comme il faut avec une politique ambitieuse et courageuse dans le secteur agricole. Voilà. L'agriculture étant vue comme ce vaste ensemble qui englobe également l'élevage. Bon, je voudrais en une minute, je vous en prie, le temps de passer justement aux messages qui seront lus, en une minute, qu'est-ce qu'on peut dire aux Camerounais qui nous regardent ce matin sur cette question véritablement? À la fois les éleveurs et à la fois le peuple camerounais qui a faim. On lui dit, battez-vous comme vous pouvez. Qu'est-ce qu'on dit au peuple là maintenant? Non, on leur dit simplement, débrouillez-vous, ne tenez pas compte du gouvernement qui viendra vous asphyxier. Parce que le gouvernement n'a pas pu résoudre, ne veut pas résoudre l'éternelle équation parce que ça a des niveaux. Premièrement, les Occidentaux, dans ce qu'on appelle le consensus de Washington, ont interdit systématiquement aux pays pauvres de subventionner leur agriculture. Ça fait partie du 10e point dans ce que vous appelez consensus de Washington. On ne veut pas que vous mettiez de l'argent, que l'État mette de l'argent pour subventionner le privé. Mais eux, ils subventionnent leur agriculture. Comment pouvez-vous être en concurrence avec les agriculteurs, les éleveurs européens qui sont subventionnés américains? Qui produisent à grande échelle. Autre chose, qu'eux, ils ont mis des normes, donc font la politique du protectionnisme. Mais eux, ils vous disent, dans les mêmes trucs, je pense que c'est le 7e point, qu'il faut libéraliser les échanges le plus bas possible. C'est-à-dire, on vous a amené à enlever les barrières douanières de 10% jusqu'à les enlever. Donc, ils ont pratiqué une politique d'envahissement. Il faut donc un certain courage, je dirais même une témérité pour dire que nous aussi, vous n'entrez pas. Très bien. C'est pour ça que les 10 pays de la CEAC ont demandé au Cameroun ici, arrête et essayons d'avoir une politique commune. Le Cameroun n'a pas voulu, il a allé signer seul. Malheureusement, il ne peut pas face à ces mastodontes. Merci Mbombo Bengan. Dominique Audrey, les messages de nos téléspectateurs ce matin. Janet Michael nous dit la seule chose que la femme peut gagner dans le mariage, c'est les enfants. Si tu as déjà tes enfants, et que le mariage n'a pas marché, alors assieds-toi, occupe-toi de ces enfants. Tu ne peux pas te remarier avec un homme qui veut t'épouser, mais ne veut pas tes enfants. C'est un non-sens. Assieds-toi, occupe-toi des enfants. Quand ils seront majeurs, tu peux refaire ta vie de femme. Parce que franchement, un homme sérieux avec une femme ne la met pas devant un tel choix. Il n'est pas obligé de s'occuper de ses enfants, mais il peut négocier avec sa future belle famille du statut des enfants sans mettre la fiancée devant un tel fait. C'est mesquin et il ne veut pas d'elle. On a Sorel Atatan qui dit « Ma chère, laisse celui-là, cherche l'argent pour prendre soin de tes enfants, le fruit de tes entrailles d'abord. » Elle renchérit en disant que les femmes me surprendront toujours. Je dis, Mamisa, tu veux échanger tes enfants contre un homme, s'il te demande de choisir, ne réfléchis même pas dessus. Willy Loès Fast Food, cette femme de 34 ans n'est pas inapte à ce qu'elle dit donc, elle peut toujours quitter cet homme pour se battre pour l'avenir de ses enfants. Christelle Chemno, pourquoi vous dites qu'il est sorcier? Les deux enfants n'ont pas de père. Si elle avait un, oui, ce n'est pas facile de nourrir 3 bouches. Béni de Dieu, il fallait qu'il aille chercher une femme sans enfant, c'est tout. Tu aimes une mère et tu refuses ses enfants, pourquoi?
Bonjour à vous le plateau. Que c'est l'homme, que ce soit l'homme ou la femme qui gagne 20 000 francs par jour, c'est beaucoup pour un couple moyen. Donc apprenez à économiser. Voilà, Chinje Ozil par rapport à l'interpellation de Donald Brice. Poussin de un jour veut dire que votre fournisseur charge les œufs dans une couveuse. Dès 21 jours de chauffage égale autant que le bateau fait dans le port de Douala. Et à Douala, vous achetez un œuf à 700 francs. Sauf que tout le monde n'achète pas au port. Si vous allez dans les provenderies, généralement, on vous dit vous voulez les poussins, vous voulez combien de cartons? Parce que c'est 25 par carton. Ça coûtait 25 000 quand c'était 500 à 450, vacciné ou non vacciné. On vous disait revenez dans une semaine et on vous donne les poussins dans des Seulement cartons. quand téléspectateur nous fait savoir que le temps de mettre cela dans le bateau, ça fait 3 semaines. Oui, le temps d'arriver. Le temps d'arriver, donc on va acheter un œuf à 700 en fait. À 700. Voilà. À 700. Voilà. Et sommet quand la problématique de l'histoire du jour n'est pas financière, mais plus dans le comportement de la femme pour rassurer et construire l'union. Si elle aime l'homme comme elle le dit, ça c'est un message de Oumarou l'historien, si elle aime l'homme comme elle dit, elle n'a qu'à laisser ses enfants au village ou alors aller aux affaires sociales, attaquer le véritable père de ses enfants. Marie-Claude estime que la dame n'a pas su poser les bases. Qu'est-ce qui se sont dit au début? Elle ne l'a pas observé, elle était certainement obnubilée par autre chose. Tatiana Clara, le gros problème de ce monsieur n'est pas au niveau des ressources, mais juste qu'il ne se sent pas en mesure d'apporter de l'affection à ces enfants-là. Une femme qui a déjà des enfants hors mariage, ça c'est un message de Elvira Mazo, une femme qui a déjà des enfants hors mariage devrait s'attendre à ce genre de choses, par conséquent, le choix lui revient totalement. Absolument. Que de message, Dominique Audrey. Oui, Elle cherche quelqu'un qui va messages. prendre en charge ses enfants. Et Voilà. elle veut nous faire croire Excusez-nous. qu'elle aime le moto-taximan. Ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, elle a mentionné dans l'histoire qu'elle s'occupait déjà de ses enfants. Elle faisait. Elle va imposer à son nouveau partenaire. Lorsqu'au Cameroun, quelqu'un vous dit que je me bats, ça veut dire que la personne n'a pas, elle peut être prothésiste angulaire au marché. Que cette personne n'est pas Elle ne fait rien, voilà. Mais pour Elle moi, n'a c'est pas- la condition Ce n'est pas- donc. ce n'est pas un condition donc problème. pourquoi? Maintenant, Maintenant, elle est en ville et ses enfants sont au village. Et tout le Comme monde depuis sait. toujours. Et tout le monde sait Comme depuis que toujours. lorsque vous retrouvez seul avec des enfants, ce n'est pas évident d'aller travailler. Elle peut être serveuse dans un bar et qu'elle travaille de nuit. Donc, qui va rester avec les enfants? Certainement, elle a dit, maman, occupe-toi de tes petits-enfants. Chaque mois, je t'envoie le sac de riz, les bifagas, le seau d'arachide et tout. Mais en attendant, je me cherche. Bon, maintenant, elle est tombée sur un monsieur qui lui dit, bon, définitivement, tes enfants ne reviendront pas. Comme tu viens habiter avec moi là, comme tu penses dans ta tête que tu vas me ramener tes mioches, c'est sans Vous moi. savez, Dominique vous savez, Bengouvre. le plus gros problème, c'est de faire croire à quelqu'un qu'on peut être, on ne peut vivre que de la dépendance affective. Ça, c'est d'abord, il faut barrer cela parce que cette femme se croit que le bonheur sera forcément à travers le mariage. Non, ou encore l'éducation son bonheur, de ses le enfants. bonheur- le bonheur- Ou encore l'éducation de ses enfants pourra être réussie si elle est dans un foyer complet. Il faut le dire ce matin. Petite Non, virgule. oui, En ce qui Michel. concerne le bonheur, Oui. personne ne pourra vous dire qu'est-ce que c'est que le bonheur. Justement. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Justement. Alors, si son état d'esprit voudrait, je dis, ben, c'est relatif. Parce que ce qui constitue votre bonheur n'est forcément pas ce qui fait le mien. Alors, si son bonheur, c'est se dire, je veux avoir cet homme à mes côtés pour Elle a faire tout mon faux. bonheur. Elle a tout faux. Alors, Elle a tout faux. Elle a tout faux justement parce que Vous dites non, c'est ça? justement parce que chaque jour on vit dans une société où il faut entendre tout le temps, oui, tu es une mère célibataire, on colle les étiquettes, une mère célibataire n'est pas une bonne femme aux yeux de la non. société, une mère célibataire c'est celle-là qui ne peut pas réussir, une mère célibataire. Vous avez vu dans quel entretien d'embauche quand vous arrivez, votre patron vous demande, vous êtes mère célibataire, je vous embauche pas juste parce que vous êtes mère célibataire. Ça ne se fait pas. Non, une mère célibataire au contraire a doublement les responsabilités. Madame, arrêtez de suivre l'homme, arrêtez de suivre Non, le c'est mariage. pas là. Gérez Oh là là, vos oh là là, enfants. oh là là. Travaillez Je- pour je- doubler d'ardeur sur l'éducation de vos enfants. Si vous voulez vous C'est faire le- plaisir, si votre haricot vous gratte, allez prendre n'importe qui et vous satisfaites non, bien. Dominique Audrey Bengouvre. Non, 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 permettez. Non, non, Permettez, s'il vous plaît, justement. on va sur le langage, hein, pardon. Apparemment, Vraiment, on part sur S'il vous plaît. on part Vraiment. du principe que On a la cette télé, là. fille serait en détresse.
On part du principe qu'elle serait en détresse. Elle est en détresse, c'est clair. Voilà. Maintenant, il faut qu'elle sache qui elle est, ce qu'elle veut. Je vous dis, elle laisse ses enfants exprès chez sa mère. Elle se bat en ville, serveuse, tout ce qu'elle veut. Puisqu'elle le faisait déjà. Mais si en réalité, elle tombe amoureuse d'un gars et que le gars dit, je ne veux pas les prendre. Elle veut s'occuper des enfants, comme semble dire Dominique Audrey, qu'elle reste donc là pour avoir la peur du cœur. Elle est avec le gars qu'elle aime. Et les 5 francs qu'elle aura, elle continue à envoyer à sa maman. Donc, en principe, le problème n'est pas là. Encore que maintenant, elle veut donc donner une charge à ce gars. Et ce gars... C'était provisoire. Encore que le gars ne refuse pas. Encore que le gars ne refuse pas de soutenir quelquefois les enfants qui se viennent. Non, il a dit qu'il ne les admet pas au sein de la famille. Ça ne veut pas dire qu'à la fin du mois, s'il a 10 000, 20 000, il peut pas donner au village. Lorsqu'il dit allez chercher le père de vos enfants, il n'a pas fait les enfants pour que je m'en occupe. En français simple, ça. La femme veut ramener les enfants au sein du foyer. Lui n'en veut pas. Il ne veut pas. Mais le sien, on admet. Au nom de votre mariage. Mais attendez, c'est lui, non? C'est à lui le responsable. On va poursuivre quand même. C'est à cause des a priori comme ça que les filles vont en mariage en cachant le fait qu'elles ont déjà eu des enfants précédemment. Et après, vous allez vous buter face à ce genre de problème parce que vous frustrez ces mères qui ont déjà des enfants. Pourquoi ça dérange? Michel, pourquoi ça dérange de ta cette fille? Elle n'a pas en capacité de les prendre. Après, elle va dire que le premier homme ne s'occupait pas des enfants. Le deuxième homme ne s'occupe pas des enfants. Elle les a mis quelque part. Qu'elle s'engage dans une activité pour soutenir ses enfants. Et pourquoi ça dérange dans cette fille si elle le faisait déjà et qu'elle continue à le faire étant dans le couple? Voilà, c'est bien sûr des arguments que chacun donne. Dans un instant, Madame Juno Marconi pose sur notre antenne. Nous irons retrouver Constylamine ce matin avec les produits Sorepco. Et le plaisir, bien sûr, est le nôtre en même temps ce matin de le dire. Constylamine, c'est avec le même plaisir que nous allons bien sûr vous saluer humblement et le temps que tout se mette en place, Constylamine, les choses vont se poursuivre. Madame, Monsieur, restez sur Equinox Télévision. 10-12, le Zénith se poursuit. Salut à ceux et celles qui à l'instant nous prennent en repérage. Nous reviendrons sur des sujets cruciaux tout à l'heure. La revue des réseaux sociaux avec Dominique Pengou. Donna Briskamgan nous accompagne toujours. Bonbon Ben Kenji et Dominique Audrey Yengelek. On vous l'a très bien dit comme chaque matin. Ensemble, unis pour la même mission, nous restons là à vous servir. Surtout, faites de la politique. Si vous ne faites pas la politique, elle va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer, madame, messieurs. Ouvrons les yeux et allumons nos cerveaux. Donald, non, j'ai envie de dire, Constylamine, bonjour. Bienvenue ce matin. Alors, bienvenue Michel Gatchou. Bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires des magasins Sorepco. Alors, je m'installe encore ce jeudi matin pour parler de ce poids lourd du commerce général au Cameroun, de ce poids lourd de la qualité au Cameroun, de cette entreprise qui a décidé de permettre à chaque Camerounais d'avoir un congélateur vertical à la maison. Il y a des congélateurs sur le marché camerounais, mais les congélateurs qui sont en vente dans les magasins Sorepco sont les congélateurs qui n'ont rien à voir avec les autres congélateurs là. Oui, pourquoi choisir les congélateurs des magasins Sorepco? Tout d'abord, la qualité, les prix et bien entendu la garantie que nous offrons à tous les clients qui achètent un congélateur dans les magasins Sorepco. Ces congélateurs représentent plusieurs avantages. Tout d'abord, le style, le design, la qualité et surtout la solidité de ces congélateurs-là. Pour dire tout simplement, le goût de ça avec les congélateurs des magasins Sorepco. Chers téléspectateurs, cette image qu'on voit en direct ce matin est l'image que vous retrouverez dans tous les magasins Sorepco. Plusieurs compartiments, des compartiments sécurisés, des compartiments protégés, question de bien conserver vos aliments. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, un congélateur c'est bien, mais un congélateur vertical de la marque Parman, c'est encore mieux. Je rappelle que la promotion s'achève le 15 juin prochain. Vous aviez encore moins d'une semaine pour acheter un congélateur de 265 litres à 300 000 francs au lieu de 340 000. Regardez bien sûr la présentation physique, regardez le design, regardez l'intérieur de ces congélateurs avec plusieurs compartiments
compartiments qui vous permettront de bien garder vos aliments, des compartiments qui vous permettront de sécuriser vos aliments, des compartiments qui vous permettront, bien entendu, chers téléspectateurs, d'avoir des aliments bien conservés. Alors pourquoi faut-il garder les condiments chez le voisin? Pourquoi faut-il encore aller garder le poisson chez le voisin, garder la viande chez le voisin? Chacun devrait y avoir un congélateur dans les magasins Sorepco. C'est des congélateurs de très très bonne qualité, de marque Parma. Vous les avez à 300 000 pour le congélateur de 265 litres. Il est costaud, il est géant, il est nyanga. Oh là 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 là. 265 litres, vous l'avez à 300 000 francs dans les magasins Sorepco, quel que soit le magasin. Allez donc dans n'importe quel magasin Sorepco et offrez-vous un congélateur de marque Parma à 300 000 au lieu bien sûr de 340 000. Alors ceux qui n'ont pas assez d'argent, avec 250 000 francs, vous avez un congélateur de 188 litres avec la possibilité de faire des paiements par tranche. Pour ceux qui n'ont pas la totalité d'argent, appelez dès à présent et passez votre commande. Un congélateur de marque Parma, un congélateur d'origine, un congélateur neuf dans le carton avec garantie. Oh là 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 là. Mototenye sengalemba tatan. Basango na banyango. Pesanangonde dit. Wapulate congélateur à l'ande au magasin Sorepco. Wapulate congélateur ni dodi, congélateur ni minde, congélateur ni conservé boam, nyama, soué, billet, madiba, tebendenje à l'Andeo Sorepco. Vous l'avez à 250 000 francs, un congélateur de marque Parma de 188 litres, chers téléspectateurs, avec garantie. Donc, anyman, where is see me just now? Voilà ça pour commissariat, voilà ça pour gendarmerie, voilà ça pour house, voilà ça pour boutique. Just go for magasin Sorepco. En tech, il y a congélateur Parma. 260 litres. You get them for 300 000. 188 litres. You get them for 250 000. Because c'est Sorepco. Na fine magasin where any man must get congélateur. Not buy again a congélateur. Just go for Sorepco. En tech, il y a congélateur Parma. Et ce matin, Michel Gachou, je tiens à remercier tous les clients, notamment toute la police camerounaise qui fait ses achats du côté bien sûr de Sorepco, particulièrement l'officier de police principal, bien entendu Yann Liliane Tata, épouse de Noukimi, du côté du 9e à Douala, qui est une très grande cliente des magasins Sorepco. Merci beaucoup et choisissez la qualité. Merci beaucoup, Consti Lamine. Merci à vous également, madame, monsieur, de rester sur notre antenne. Nous saluons les nombreux téléspectateurs qui nous regardent ce matin, pas seulement au Cameroun. Et il y en a qui nous disent, bah, ça fait longtemps que vous ne l'aviez plus dit. Bah oui, nous on vous le rappelle chaque fois sur ce plateau. Faites de la politique, madame, monsieur. Et c'est important. Faites la politique vous dit aussi que, en tant que citoyen, il faut tout faire pour être inscrit au moment où nous vous parlons sur une liste électorale. Beaucoup vous diront, ben oui, comment s'inscrire sur une liste électorale en ce moment? On sait comment ça doit se passer. Mais nous vous ouvrons les yeux en vous disant qu'en ce moment, les choses peuvent basculer. Et si ça bascule véritablement, on demandera à ceux qui ont les cartes d'électeurs d'aller justement voter. Quand on sait bien sûr que le RDPC aujourd'hui a ses 3 millions d'électeurs, dont chacun détient une carte d'électeur, et qu'on soit moins à 40 millions de Camerounais, et qu'on ne soit pas inscrit sur les listes électorales, c'est un problème. Regardez 40 millions. Si nous sommes seulement 15 ou 20 ou 30 millions inscrits, est-ce qu'on ne pourrait pas justement faire basculer les tendances? Le Camerounais peut décider de son avenir d'une manière ou d'une autre. Donc, vraiment que chaque Camerounais, si possible, pas si possible, obligatoirement, devrait aller se munir absolument d'une carte d'électeur afin de défendre son avenir au moment opportun. Parce qu'il faut rester prêt. Les choses semblent changer. Et nous parlerons bien sûr dans les jours à venir du gré à gré qui est en train de se préparer. Donald Bliskam nous le disait bien sûr à l'entame de l'émission. Allez, tout de suite, la revue des réseaux sociaux. Dominique Pengou. Voilà Michel, à la suite de l'augmentation des prix des passeports hier, on va parler maintenant de la nouvelle procédure d'obtention du passeport biométrique au Cameroun. Alors l'étape 1, préenroulement en ligne déjà parce que ça commence par là. On a droit à une ouverture en ligne du dossier par le demandeur sur le site internet de la délégation
générale, de la Direction générale de la Sûreté nationale, DGSN. La délégation. Oui, la délégation, oui. voilà, de la Sûreté nationale. On a droit également... Allons-y doucement. On a un site. On a un site. Un site internet. Oui, qui a été créé à Vous sollicitez avoir un passeport. Oui. Vous allez émettre votre demande, votre besoin là-bas. Là-bas. Oui. Ensuite, ça se passe en ligne. Ensuite, on a le paiement électronique via les différents opérateurs dont on ne veut pas citer les noms sur ce plateau, oui. ou encore via une carte de crédit. C'est via ces opérateurs électroniques qu'on va déposer les frais de délivrance de passeport. Oui. Voilà. Ensuite, on a la prise de rendez-vous online pour l'enrôlement. Donc, vous prenez rendez-vous en ligne pour l'enrôlement. L'enrôlement. L'enrôlement, ouais, oui. D'accord. Oui. On peut comprendre. Hein. Voilà. Maintenant, l'étape 2, qui est l'enrôlement physique dans un centre de votre choix, dont le demandeur a le choix de pouvoir solliciter un centre qui se trouve que ce soit dans la ville de Douala en fonction de son habitation, ou encore Yaoundé, ou encore autre part. Alors, l'ouverture et la vérification du dossier soumis en ligne précédemment dans l'étape 1, avec les originaux des pièces exigibles. Alors maintenant, après, on a la prise de paramètres, c'est-à-dire photos, empreintes et signatures. On a également le scan des pièces originaux qui sont effectuées. Après, on a l'approbation des informations et la validation, parce que ça doit, toutes ces informations doivent être validées préalablement. On a la remise d'un récépissé au demandeur. C'est ce récépissé qui fait foi de la demande ou encore on est toujours dans 24, on est toujours dans 48 heures. On est toujours dans 48 heures. On est toujours dans 48 heures. Maintenant, il y a l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est la production de votre passeport proprement dit. Après l'enrôlement, s'il n'y a pas de rejet, le document est produit en 48 heures. Maintenant, s'il y a rejet, le demandeur est notifié soit par mail, soit par SMS, parce que vous allez laisser vos coordonnées. Maintenant, l'étape numéro 4, qui est le retrait de votre passeport. Il y a une fois le passeport produit, le demandeur est notifié par SMS et par mail également sur l'acceptation, encore sur la disponibilité de la pièce originale. La vérification d'identité et le retrait du document par le demandeur. Le retrait maintenant possible du passeport par un tiers, c'est également possible car le tiers doit être muni d'une procuration dûment légalisée. Ça, c'est la dernière. Ça, c'est la dernière étape. Ça, c'est la dernière étape. Maintenant, si vous n'avez pas votre passeport, si on ne vous donne pas votre passeport, l'argent que vous avez donné, les 110 000 francs que vous aviez versé, si c'est rejeté, si c'est rejeté, oui, si vous recevez un est-ce qu'on vous dira si on vous rembourse votre argent ou pas? Je ne pense pas. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit à ce propos. Ils n'ont rien dit à ce sujet. Voilà. Ils n'ont rien dit à ce sujet. Mais l'étude de dossier, non? On va rembourser l'étude de dossier. Donc, vous savez que l'étude de dossier est 110 000. Ouais. Si je n'ai pas de passeport, vous gardez mes 110 000. Alors, c'est dit jusqu'à présent de Nabrius Kamgan que, au-delà de cette question, c'est désormais les Allemands qui sont derrière et qui se doivent désormais de produire des passeports aux Camerounais. Est-ce qu'on est sérieux au Cameroun, de Nabrius Kamgan? Alors, ces innovations, comme elles sont présentées par la délégation générale à la Sûreté nationale, posent quelques problèmes. D'abord, la revalorisation jusqu'à 35 000 francs CFA du prix du passeport ordinaire passe mal au son opinion, puisque vous savez que dans la réalité jusque-là, beaucoup de Camerounais dépensaient jusqu'à 150 000 pour avoir un passeport, le passeport dit express. Ça signifie d'abord que sur le plan pratique, au-delà de ces principes officiels, il va falloir compter dans les 200 000 francs CFA pour avoir un passeport. Désormais. C'est clairement ce que ça signifie. Sauf si dès le 1er juillet, le Cameroun change et devient un pays où il n'y a pas de corruption. Est-ce que dans ces 48 heures que l'on donne, c'est pas des mots, c'est pas vaseux, c'est pas juste pour faire croire aux Camerounais qu'on s'est réadapté? On parle d'Internet, de Nabrius Kamgan. Permettez-moi, je vous relance. Le Cameroun peut jouir aujourd'hui, peut se dire peut se dire satisfait de la qualité du net que nous avons au Cameroun pour aller à cette procédure. Imaginez-vous que l'on soit à je ne sais pas, Guidé, à Kapsiki là-bas, et que de là-bas on fait son passeport. On peut justement dire aux Camerounais de Guidé, de Kapsiki là-bas qu'ils ont Internet et qu'ils peuvent l'avoir en ligne. Bon, disons que... sans électricité. Disons que la qualité de la connexion Internet, c'est un problème, certes.
Mais pour le cas présent, c'est secondaire. Parce que la catégorie de Camerounais concernés par les passeports, c'est quand même une certaine élite intellectuelle. Donc, on peut supposer que c'est ceux qui ont à la fois les moyens intellectuels et financiers pour avoir un passeport. 110 000 francs CFA, le commerçant du marché Kololum qui nous suit n'a pas forcément besoin Monsieur Kamgan, le SMIC camerounais, on a 36 000 francs. Absolument. On a moins de 40 000 au Cameroun. Vous croyez véritablement qu'un Camerounais qui dit d'accord, je vis du SMIC, veut s'offrir un passeport, il pourra le faire? Pourquoi le Cameroun, si on veut revenir justement à la question des coûts, ne peut pas s'harmoniser? Quelqu'un m'a dit hier soir à la radio, au Michel Ngachou, vous ne dites que des choses qui plaisent au peuple camerounais, dites la vérité, mais il faut dire aux Camerounais que c'est un des passeports les plus chers au monde. C'est ça qu'il faut... Comment peut-on comprendre que des pays d'à côté ont des passeports à 20 000, 25 000, 30 000? C'est ça qu'il faut... Même les États-Unis à 67 000, mais au Cameroun, on a 110 000 sous le fallacieux prétexte qu'il y a un timbre qui a une valeur de 35 000 francs CFA. Comment comprendre cela? Et d'ailleurs inscrit dans une ordonnance de la loi des finances. Et c'est ça qu'il faut questionner. C'est pour ça que je disais que la qualité de la connexion Internet et tout ça, c'est vraiment une question périphérique. C'est la question du coût et de l'accessibilité de ce document. Vous savez que les 48 heures dont parle la DGSN, ce n'est pas la première fois que les 48 heures de délai sont annoncées. L'année dernière, il y a une conférence de presse qui annonçait également que les passeports seraient délivrés désormais en 48 heures. Mais dans la pratique, vous avez des citoyens qui, depuis 1 an et demi, 2 ans, ont introduit des demandes de passeport et ne sont toujours pas rentrés en possession de ce document. Maintenant, sur les prix, effectivement, notre passeport, c'est une quinzaine de pages. Le passeport américain dont vous parlez, c'est l'un des plus sécurisés du monde, est autour de 100-120 pages. 55 000. Voilà, et qui coûte 55 000. Le Tchad voisin, le passeport, c'est 60 000 francs CFA. Le gouvernement dit c'est pour équilibrer le budget, avoir accès à d'autres ressources pour financer les activités de l'État, d'accord. Mais le FMI vient de rendre un rapport qui nous rappelle qu'il faut réduire le train de vie de l'État. Ça, c'est quelque chose qui revient de façon constante. Un directeur général d'une entreprise de première catégorie coûte à l'État du Cameroun près de 12 millions de francs CFA chaque mois, avec les avantages qui vont avec. Donc, l'ensemble de tout ça fait qu'il n'est pas rationnel que l'on réduit, que l'on attribue ce montant de 100 000 francs CFA. Gagnant en temps. C'est dit, en fait, Mbombo Bengang, que les caisses du Cameroun sont vides au point où on se dit, pour renflouer les caisses de l'État, on va chercher l'argent au sein de ceux qui sont supposés avoir de l'argent, notamment ceux qui sont des voyageurs, en augmentant le coût du passeport, mais surtout en laissant croire aux Camerounais que c'est à travers une disposition de la loi des finances que cela passe de 75 000 à 110 000 francs CFA. Est-ce que ce n'est pas de la manipulation? Est-ce que ce n'est pas de l'esbrouf? Est-ce que ce n'est pas de l'escroquerie quand même? Intellectuellement, parlant de Camerounais, qui devrait au préalable s'en indigner aujourd'hui? C'est ce qu'on appelle la politique par embuscade. D'abord, c'est un réajustement du budget de l'État qui arrive par ordonnance du président de la République. Donc c'est le président de la République lui-même qui a organisé l'embuscade. Première chose. Deuxième chose, le passeport ne se fera pas en 48 heures. Au Cameroun. Oui, il a dit, si j'ai bien compris, et le déroulé de ma fille, il a dit, quand votre dossier est validé, le passeport, vous l'aurez 48 heures. Vous allez au cyber ou votre téléphone, vous vous envoyez. Après, vous irez dans un centre homologué pour attester de l'authenticité des documents que vous aurez envoyés par mail. Voilà. Entre le jour où vous êtes de votre ordinateur ou cyber ou et le jour où on vous dit de vous rendre à ce centre agréé, combien de temps ils n'ont pas dit. Ils n'ont pas dit. Entre la validation, si vos dossiers sont validés dans ce centre d'agrément, et le jour où on vous appellera pour dire que dossier est rejeté ou validé, on n'a encore rien dit. Donc, quand vous êtes Camerounais, il faut comprendre le langage d'autres administrations. Donc, le débat, c'est que votre dossier est validé, 48 heures, vous attendez. Mais, cher ami, vous pouvez faire 3 ans. Entre moi, ma carte d'identité, ça fait 2 ans, je ne l'ai pas. Donc,
c'est entre-temps, donc, entre la validation, le jour où vous êtes au cyber, et le jour où on vous dit que votre dossier est accepté ou rejeté, il n'y a pas de délai. Il faut intégrer ça là-dedans. Maintenant, l'autre chose, justement, est-ce qu'on veut nous faire croire que, comme on demande le visa là pour aller en France, on ne nous rembourse pas les frais. Donc quand on donne les 110 000 là, c'est un job. Donc on va seulement demander à Jésus, Mahomet et à Bouddha de faire en sorte que, ou alors par la magnanimité du chef de l'État, que le passeport sorte. C'est ça aussi. Maintenant, je partage votre point de vue et vous avez raison. On a eu des compatriotes qui sont prêts à donner 300 000 pour un passeport express. Bon, le chef de l'État a donc vu que j'ai mes compatriotes, il y en a qui ont d'argent. Donc, comme il donnait les 200 000, quelquefois le passeport express ne sortait pas. Pourquoi ne pas leur dire que, gars, venez donner? Voilà donner, ça va sortir en 24. Voilà, c'est ça en fait. Donc le président, c'est lui-même, c'est lui l'entrepreneur en chef qui a mis en place. Il n'est pas passé par les députés, cher ami. C'est incroyable. Il a dit, moi-même, venez me donner l'argent. Quand on sait bien sûr que le premier flic camerounais qui est M. Mbagangele, d'ailleurs le délégué général à la Sûreté nationale, qui connaît quand même les comptes de tout le monde. Vraiment, les Camerounais ont l'impression que le délégué n'aime pas le Cameroun ou les Camerounais, et que le délégué ferait sciemment justement d'augmenter le coût du passeport. C'est pas le délégué. Les Camerounais estiment quand même que le délégué... Dis-leur que c'est le président Paul Biya qui a suivi par ordonnance. Donc ce n'est pas le délégué, c'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État qui a suivi. Donc le chef de l'État justement est le problème dans l'affaire. Donc le chef de l'État a décidé... Je ne sais pas s'il a le problème, s'il a la solution, mais c'est lui qui a décidé... Non, mais puisqu'il a augmenté le coût du passeport à 35 000. Alors, est-ce que nos députés, qui sont supposés être ceux qui plaident au nom du peuple camerounais... Non, là, ils ne peuvent pas intervenir. Ils ne peuvent pas intervenir. C'est une ordonnance qui modifie la loi de finances qui a déjà été votée en fin d'année 2020. Il a dit, vous avez fait votre part. Mais il voit qu'il y a des choses... Donc le chef de l'État nous l'impose. Le chef de l'État nous l'impose en fait. Oui, tout à fait. Quoi qu'il en soit, on ne peut rien faire. Aucun rejet. La loi lui permet de modifier la loi de finances, même en cours d'exécution. Donc les Camerounais ne peuvent rien faire là. C'est comme ça. Mais vous pouvez. Ne voyagez pas, c'est tout. Vous pouvez, puisque le chef de l'État. Alors, c'est tout. Allez, merci. Autre sujet, Dominique Pengou. Autre sujet, ce matin, on va parler des cambriolages qui se multiplient au Cameroun. Après le ministère en charge du contrôle supérieur d'État et la direction générale des impôts, on a droit maintenant autour du siège du JICAM de connaître la visite des malfrats. Selon Célestin Tawamba, le président du JICAM, les faits se sont produits dans la nuit du 8 au 9 juin 2021. L'immeuble siège du JICAM-SI au quartier Mounandjo à Douala, cambriolé par des individus non encore identifiés. Plusieurs bureaux éventrés, de nombreux dégâts matériels constatés. Une enquête ouverte pour déterminer les circonstances et identifier naturellement les auteurs. Peut-on lire sur le communiqué rendu public par le président du JICAM. Cet incident se produit moins de 48 heures après le cambriolage du siège de la DGI à l'avenue Foch à Yaoundé. Depuis la publication de cette série de cambriolages en moins d'une semaine au Cameroun, la nouvelle ne cesse d'alimenter l'opinion publique. Plus que cela encore, elle fait germer dans l'esprit des Camerounais des questionnements sur les possibilités et le pourquoi de ces différents forfaits et de ces commanditaires. Merci beaucoup. Allez, c'est une saison assez compliquée au Cameroun. Beaucoup de cambriolages. Dominique Côté, vous êtes entré avec ça tout à l'heure. Vous voulez bien comprendre. Les films américains. Non, attends, vous avez vu la complication. À quel niveau? Vous dites saison compliquée. Non, c'est une saison compliquée pour le Cameroun parce que personne n'a la bonne information. Comment est-ce qu'on peut entrer à la direction générale des impôts? Mais la complication, c'est où ils sont entrés facilement. Il y a 11 étages qui ont été vandalisés, y compris oui. Ils l'ont fait. Ça veut dire que c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est compliqué comment? On vous passe avec un bâtiment ultra sécurisé. C'est pas compliqué pour vous. Alors, c'est pas pour moi, ils sont entrés et maintenant on n'arrive même pas après à savoir qui est entré. Vous dites que c'est compliqué. Avec les surveillances physiques et les surveillances électroniques. Bon, commençons par la DGI. Oui. C'est quand même les militaires qui... Non, c'est le qui avait la parole. Bon, voilà. C'est pas compliqué. Dominique, vous êtes entré tout à l'heure, c'est dire justement que vous ne comprenez rien à ça. Justement. On tourne, peut-être c'est une scène de film américaine. C'est Prison Break, 24 heures chrono qu'on tourne bientôt au Cameroun. Franchement, on ne comprend pas.
parce que des articles produits à ce sujet mentionnent que les principales entrées de cet immeuble nécessitent une carte magnétique. Donc, soit les personnes qui ont vandalisé les bureaux sont encore, ou du moins bénéficient de cette carte, ou bien ont été introduits, soit ce sont des employés de là-bas qui ont fait ça, qui ont... je sais pas si cambriole, vous vous moquez de moi, Michel? Non, je reviens de la situation. Non, c'est que je comprends pas. Comment je vous explique, c'est pas la première fois. C'est incroyable. C'est pas la première fois. Bon, on est parti des incendies au Cameroun. Nous avons vu dans ce pays, il y a eu les sonos. Dans ce pays, qui pouvaient même, j'allais dire, conduire un taxi qu'il a volé en marche arrière et rouler plus vite que les policiers qui le suivaient. On a vu ça ici. Ça vous ressemble à des films. On a eu des sonos. Ceux qui ont des titres, vous pouvez vous le constater. On a eu l'équipe nationale du gangstérisme. Ouais. Voilà. On a eu des choses. Mais plus récemment, en 1997, on a eu sensiblement les mêmes cambriolages. Pendant la même période, on a cambriolé au ministère des Finances. Effectivement. On a cambriolé à la Délégation Générale de la Sûreté Nationale. On a cambriolé au ministère de la Défense. On a cambriolé au ministère de l'Éducation nationale. Comment ça va? Voilà. Bien sûr. Mais absolument. On n'a jamais eu de Je veux résultats, dire, en fait. même au ministère de la Défense, on a cambriolé. On n'a jamais eu de résultats d'enquête. Voilà. Donc, Jamais. c'est ça. Donc, c'est peut-être pas. Aujourd'hui, vous parlez. Ce sont les gens qui mettent cette technologie. Ils savent bien qu'il y a des caméras, il y a l'IA. Maintenant, s'ils peuvent passer sans que les caméras les assistent, ça veut dire maintenant ils ont le cerveau. Mais qu'est-ce qu'on peut bien chercher? Qu'est-ce qu'on peut bien chercher au GICAM? Je n'en sais rien. Quand on va les arrêter, ils vont dire. Je sais quand même que le Cameroun, en matière de corruption, on a été champion du monde 2 fois de suite. Ouais. Donc, pour faire fonctionner le cerveau, on y est. Et on a même amené un avion ici, apporté un avion, on a présenté au Premier ministre Simon Achidi Achou, un Camerounais qui a, après avoir récolté sur le plan mondial, est venu présenter un avion. Alors, donc, en une minute de l'analyse, qu'est-ce qu'on peut bien chercher au GICAM aujourd'hui? Le GICAM, c'est le groupement interpatronal du Cameroun. Est-ce qu'il y a des dossiers sensibles là-bas? Parce qu'on n'a pris que des dossiers, mais qu'est-ce qui fait bien justifier qu'on a quand même touché le GICAM? Je ne comprends pas. Peut-être vous comprenez grand chose à ça, ou bien vous avez des infos? Qu'est-ce que ça vous explique comme commentaire? Bon, pour l'instant, on a un communiqué qui a été rendu par le président du groupement interpatronal du Cameroun hier et qui parle de dégâts importants. Ça signifie qu'un certain nombre de dommages ont été enregistrés et probablement des pertes de documents. On a contacté. Il a utilisé un langage diplomatique et dégâts importants. Donc on ne peut pas savoir. Nous avons contacté les services de communication du GICAM qui ne souhaitent pas pour l'instant donner d'amples informations, mais sous réserve des recoupements que nous allons faire, la piste d'une déstabilisation en interne est évoquée parce que vous savez que le GICAM que je connais a 7 gardiens qui se relaient au niveau de la guérite, donc il aurait fallu une sorte de braquage militaire entre guillemets, c'est-à-dire une intrusion avec neutralisation de l'ensemble de ceux qui sont là. C'est pas ce qui s'est passé. Le somnifère, on peut aussi vous lancer. En tout cas, c'est pas. Les enquêtes suivent le cours. C'est pas ce qui. Oui, on peut même envoyer une petite là. Les Camerounais sont très ingénieux. Il aurait fallu une méthode assez forte ou douce, comme avec la piste qui énumère Mbombo pour passer. Les enquêtes suivent le coup de nerf. Voilà, attendons qu'on arrête au moins les suspects. Mais quand même, c'est vrai que les commentaires, il y en a pas mal. Les commentaires sont libres. Hein. On attend la reconstitution de fait. Oui, on va gagner en temps parce que Consti a mis avec nous déjà. Mais toi, tu es avec eux. Supposons qu'on arrête les suspects qui fassent la reconstitution de fait. Allez, Consti Lamine est avec nous à nouveau ce matin et il veut nous parler bien évidemment de Vondio. Merci à vous de rester sur Equinox Télévision. C'est 10-12 le Zénith qui se poursuit. Consti, rebonjour. Bonjour Michel Gatchou, rebonjour de nombreux téléspectateurs et rebonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. À ces clients, je ne cesserai d'attirer leur attention sur la qualité des compléments alimentaires qu'ils vont acheter.
Ils sont tellement nombreux de plus en plus qui se présentent comme les vendeurs des compléments alimentaires parce qu'on est à la recherche de l'argent. Mais non, l'argent ne devrait pas détruire le monde. L'argent ne devrait pas aboutir les consommateurs. Soyez prudents, soyez prévoyants, soyez conscients. Et quand on parle bien sûr de la conscience, de la prévoyance et de la prudence, il est question de faire confiance à un concept qui a décidé de choisir comme support de communication et de vente la radio et télévision Equinox. Et comme point de vente, le magasin 1001 tapis. C'est dans ce magasin que vous avez des produits de qualité. C'est dans ce magasin que vous avez des compléments alimentaires de très bonne qualité. Ça fait plusieurs années que nous les commercialisons et de plus en plus, plus les jours passent, plus les mois passent et les clients sont satisfaits parce qu'ils ont compris que les meilleurs compléments alimentaires, c'est bien sûr du côté du magasin 1001 tapis. Et ces compléments alimentaires nous viennent de tout droit des laboratoires Cedorex. Les laboratoires Cedorex, c'est plusieurs années d'expérience. Les laboratoires Cedorex, c'est aux États-Unis d'Amérique. Et dans ces laboratoires viennent une gamme complète des compléments alimentaires, notamment la gamme Von Bio. Oui, et parmi la gamme Von Bio, vous avez le Von Bio Oméga 3. Le Von Bio Oméga 3 qui présente aujourd'hui plusieurs avantages. Et notamment, ça permet de réduire les complications du diabète. Écoutez-moi très bien, chers téléspectateurs. Le Von Bio Oméga 3 permet d'assouplir nos articulations. Vous avez les problèmes de rhumatisme, les problèmes de crampes, les problèmes d'articulation. Alors, je vous conseille de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Vous avez été victime d'un AVC. Alors, la solution qui vous permettra de garder la bonne humeur à longueur de journée quand vous avez un AVC, c'est de consommer régulièrement le Von Bio Oméga 3. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les AVC, les problèmes de tension, les problèmes de cholestérol. La solution, c'est à l'intérieur de cette boîte à travers sa gélule. Cette gélule encore appelée Fish Oil, huile de poisson. Donc, chers téléspectateurs, les numéros de téléphone, vous les avez. Le point de vente, vous le connaissez. Le prix normal est de 6 000 francs, votre boîte de Von Bio Oméga 3. Depuis 3 semaines, nous offrons une boîte à 5 500 francs et la promotion s'achève ce samedi. Donc, ce samedi, ce sera le dernier jour de la promotion du Von Bio Oméga 3 qui est vendu à 5 500. À partir de lundi, vous l'achèterez au prix de promotion normale qui est de 6 000 francs du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Donc, c'est l'occasion d'attirer l'attention des nouveaux et des anciens consommateurs qui peuvent acheter autant de boîtes dont ils ont besoin parce que la garantie, elle est là. La durée, elle est là. Donc, n'hésitez surtout pas. Venez au magasin 1001 tapis et achetez une boîte de Von Bio Oméga 3 au prix de 5 500 jusqu'à ce samedi. On parle également d'un lait de toilette pour diabétiques. Votre peau, elle est fragile, elle est délicate, elle est sensible. Vous avez un lait de toilette uniquement pour les diabétiques. Von Bio Lotion qui est également en vente jusqu'à ce samedi à 5 500, votre boîte de Von Bio Lotion, votre lait de toilette pour diabétique. Donc, chers téléspectateurs, votre maman, elle est diabétique, elle est hyper tendue, papa a eu un AVC, vous-même vous êtes victime, donc venez à 1001 tapis et achetez vos compléments alimentaires. N'oubliez pas également la pommade contre les hémorroïdes, cette pommade 100% naturelle qui est également en vente au magasin 1001 tapis, à un prix très très promotionnel. Merci beaucoup et rendez-vous à Salaka. Merci infiniment, Constil Amine. Merci à vous, madame, messieurs. Restons sur notre antenne. Les émissions se poursuivent sur Equinox Télévision. Madame, messieurs, on va remercier Dona Brice Kamgang, Dominique Pengou, Bonbon Bengen Kandji et Dominique Audrey-Yengelek. Bientôt midi, nous avons tenté, bien sûr, de remplir notre mission pour ce jour. Mais en partant quand même, une petite interrogation. Il paraît et il se dit que les secrets autour de la gestion de 180 milliards de francs CFA ne sont pas encore totalement sortis. Hein. Mais qui dit aujourd'hui n'avoir pas reçu ces 6 milliards dans son département ministériel? Qui finalement a reçu l'argent et qui n'a pas reçu l'argent? Qui a été celui qui était derrière toutes les ordonnances et les injonctions pour la gestion de ces 180 milliards de francs CFA? Finalement, y a-t-il un chef bandit au Cameroun? On en reparlera demain, lorsque ce sera 10 h.